Allez, bonjour à tout le monde, bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Don Pierre. Salut Don Pierre, ça va? Salut, Je te laisserai te ça va très présenter. bien. Salut, il y a Vincent qui est là aussi de la team Salut tout le 1000%. monde, Ça va Vincent? La forme? ça va nickel. Aujourd- Aujourd'hui, un sujet qui est très intéressant. On va parler un petit peu de mindset, d'état d'esprit. On va voir comment réaliser ces objectifs. Ça, c'est quelque chose qui est important, surtout en ce mois de janvier où on se donne pas mal d'objectifs, de challenges. Comment justement s'y tenir. On va aussi parler de préparation mentale pour le sportif et aussi l'importance qu'elle peut avoir chez le sportif amateur. Donc pour cela, on va faire quelques parties. On va essayer de déjà voir comment on fait pour bien définir les objectifs qui nous correspondent. Donc Don Pierre va nous expliquer un petit peu la méthodologie à avoir. Il nous expliquera un petit peu la cohérence. Enfin, il vous développera tout ça. Aussi, comment passer à l'action, c'est ça qui va être hyper important. Et sur la préparation mentale pour le sportif, on verra vraiment dans le pratique et comment appliquer des clés très très simples pour essayer d'être plus performant, surtout sur le long terme. Donc d'abord, merci Don Pierre d'avoir accepté l'invitation. C'est cool, franchement, on a beaucoup aimé ce que tu fais sur les réseaux. Je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Vas-y, explique-nous un petit peu ton parcours et ton mode de fonctionnement. Top. Déjà, messieurs, merci pour l'invitation. On fait un petit clin d'œil à Pierre qu'on félicite pour l'heureux Ah événement. oui, C'est ça, ouais. félicitations J'allais le dire à la Voilà. fin, Ah, ouais. À ah Esme bah, qui va rentrer bienvenue dans à la team Esme. 1000% aussi. Ouais, ça y est. Qui devait être là, mais qui malheureusement ne pourra pas être là. Merci de penser à lui, c'est cool. ok, bah c'est un plaisir, c'est normal. Et ouais, merci pour l'invitation. Donc ça peut être vite long et barbant des présentations. Donc moi c'est Don Pierre. Après bon, la prononciation du sud peut le Oh, modifier un peu, mais excuse, voilà. ouais, je suis navré. Je blague, non, ça va. Je blague souvent avec mon prénom. En disant que j'ai pas de don à part celui qu'on a foutu dedans et que tout ce que je sais faire ou tout ce que je suis, je l'ai eu avec un peu d'effort. Toujours étant, dès le début, pas forcément le meilleur ou le type prédisposé à des grandes réussites de raccourcis et puis j'ai avancé comme ça, bon an, mal an. Pour la faire très, très courte, j'avais un rêve de gosse qui était de soigner les gens. Donc je suis devenu ostéopathe déo après, 5 ans d'études, de cursus que vous connaissez bien parce que je crois que Pierre l'a aussi. Pendant ma dernière année d'études, j'avais 3 jobs, alors un déclaré, l'autre à moitié, puis le troisième pas du tout. Et je finançais mon parcours, puis j'ai commencé à entreprendre. Et je me suis pas piqué du tout pour la thématique. Il y a des gens qui sont fondamentalement entrepreneurs. Moi, je suis entreprenant, ça c'est sûr, mais je crois pas vraiment que ce soit ça qui m'excite. Ce que j'ai aimé, c'est le levier qui me permet d'avoir du temps, qui me permet d'avoir de l'impact, beaucoup plus que dans un cabinet où je suis limité par un nombre de mètres carrés et aussi par un nombre de personnes que je peux impacter. Et finalement, il y a une codépendance entre le sujet, cabinet, patient et revenus et capitaux. Donc forcément, tu es un peu étriqué. Et j'appréciais le levier de travailler avec des gens pour démultiplier mon temps, mes compétences, mes revenus. Et ça a été comme ça pendant les premières années. Alors moi, j'ai été assez mauvais dès le début. J'ai mis 3 ans d'efforts, et on parle d'efforts 1 à 2 heures par jour en parallèle de tout ça. Donc c'était pas des petits efforts au début. Et puis après mon diplôme, j'étais quasiment full time sur ça et j'ai quand même mis 3 ans à gagner ma vie. Donc j'investissais toujours plus ou autant que ce que je gagnais et j'ai fait la bascule après mon début de 4e année, donc c'est assez long. Et voilà, en cours de route, j'ai fait pas mal de petites choses. J'ai créé le premier comparateur de prix dans les équipements sportifs, qui existe toujours 10 ans après d'ailleurs. Je suis assez content et fier de ce qu'ils font. Ils dépendent pas de moi du tout, mais ils font un bon boulot. Et puis plus récemment, je me suis associé à des amis que je connais depuis des années, avec Green Bull, et on adresse l'initiative entrepreneuriale d'une manière générale et l'investissement. Et au milieu de tout ça, il se trouve que j'ai aussi un ami de longue date avec lequel on a eu l'idée de s'associer pour développer un peu mieux sa marque de compléments alimentaires, Yam Nutrition, qu'il a créé avec notre légendaire farine de patate douce il y a quelques années. Et voilà, on s'est associés tous les deux parce que l'idée, c'était pour lui de passer de l'artisanat à une certaine forme de j'ai pas envie de dire d'industrialisation, mais en tout cas de croissance à plus grande échelle et d'internationalisation. Et on se régale, c'est ça notre bébé du moment. Donc c'est ce qui occupe 80% de mon temps. Donc je suis au quotidien dans la thématique santé et nutrition. Et en parallèle, j'ai écrit quelques bouquins. Et puis j'ai une amie, Manon Fiorot, que je connais depuis une décennie, il y a une année et demie, qui m'a demandé si je pouvais l'aider sur la partie de ce qu'on appelle un peu vulgairement la préparation mentale.
On y reviendra par la suite, mais c'est aussi ce qui a catalysé le fait que vous ayez envie de cette conversation, puisque j'ai mis un pied là-dedans, un monde que je ne connaissais que de loin, et je l'ai mis d'une façon très, on l'appelle dompierresque, c'est-à-dire très empirique, pas très théorique, et sans être estampillé, sans être étiqueté de cette profession. Donc voilà, on échangera, on digressera si vous le voulez à la fin, je crois que vous avez en tête de faire ça, dans Ouais, les bien limites sûr. de la légitimité. Ouais, bien sûr. Tu peux la présenter Moi, du coup, parce que du coup, les gens peut-être ne la connaissent pas. Excuse-moi, Vincent. C'est la plus grande combattante MMA de France, numéro un, et bah, que aussi, alors ça alterne à chaque combat parce que c'est classement un peu variable, mais qui était la numéro un mondiale aussi et qui est dans le top 3 quoi qu'il arrive. Elle était sur la couverture du dernier jeu d'ailleurs, eSport de MMA. Ouais. Et là, on va à Atlantic City en mars pour ce qui doit être son dernier combat avant le titre. Et après, championne du monde et on n'en parle plus. Super. Vincent? super, ouais, moi j'avais une petite question. Du coup, bah, t'es le premier Dompierre que je rencontre. Et du coup, pour approfondir un petit peu ton introduction, Normal. parce que tu parles beaucoup de valeurs familiales, des valeurs fondamentales, qu'est-ce que ce prénom t'a apporté? Quelle est l'énergie de base que ça t'a donné? Voilà. Alors ça a coupé un tout petit peu, je pense que de là où Ah, tu ça lag, mais j'ai entendu la question. Mon prénom, il est corse d'origine. Il y a rien de particulièrement classe ou original. C'est le prénom d'un berger pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui est mon cousin d'ailleurs au 3e degré, dans le plus haut village de Corse d'où je suis originaire. Et ma mère a choisi le prénom de ma sœur et mon père a eu, bah, entre guillemets, le choix de celui de son fils. Et je me suis, pour la petite histoire, appelé X pendant 4 ou 5 jours à l'hôpital. Il y avait marqué X sur la fiche parce qu'il refusait le dépôt de mon prénom à l'époque. Il a fallu que mon père se fasse envoyer l'extrait de naissance du berger dont je vous parle, qui a une barbe Ok. gigantesque comme ça et qui est un homme assez charismatique d'ailleurs. Et je le vois tous les étés, je passe le voir dans le refuge où il est, et c'est assez marrant. Et donc voilà, ce nom en fait, il m'a donné un peu de dureté parce que à porter quand t'es petit, c'est rude, tu vois, c'est pas un prénom très doux, tu vois, c'est un prénom un peu ferme. Mais par contre, il m'a tout de suite sorti du lot, parce qu'il y a toujours à chaque fois un sujet sur le prénom. Comment on le prononce? Est-ce que t'es Don? Est-ce que c'est Pierre, Don Pierre? Comment on fait? Est-ce que c'est noble, le truc? Pas du tout. Et je m'amuse à dire que ça vient d'un berger, tu vois. C'est moins classe qu'à l'italienne, je sais, ou à l'espagnol, ou dans certains autres aspects, mais voilà, ça a de l'impact en effet, d'avoir un prénom un peu atypique, je crois. Et en dehors de ça, tu es aussi créateur de contenu un petit peu, même si c'est pas exclusivement ça que tu fais à plein temps, bien sûr, hein, j'entends bien. Tu t'es un peu spécialisé sur le mindset. Qu'est-ce qui t'a amené un petit peu à comprendre un petit peu et à parler de ça? Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de transmettre ces informations-là? Heu, Ça a été en fait un déclencheur. Si vous voulez, le truc, c'est que alors ça fait je sais que ça fait toujours, un peu, particulier de dire ça, mais moi je suis pas né avec les réseaux sociaux. Ma confiance en moi et mon être s'est forgé à une époque où ça n'existait pas, où on n'avait pas de smartphone, où il n'y avait pas internet dans nos poches, et le premier réseau social que j'ai eu, c'était Facebook. J'étais déjà en études supérieures. Donc c'est important pour les gens de comprendre le shift. Nous, on est une génération d'entre-deux, en tout cas, j'ai vraiment vu ça venir. Ce qui fait que, n'étant pas né avec ça, c'est pas naturel pour moi de storyteller, de partager, de faire des contenus. J'ai aidé des gens pendant 15 ans à faire ça, parce qu'il s'est avéré que naturellement, j'ai aidé des gens à entreprendre et à capitaliser sur leur image de marque personnelle. Donc en fait, bah, j'ai eu l'intuition assez rapidement de comprendre ce que les gens pouvaient apprécier, ce que les gens pouvaient respecter, ce qui pouvait susciter de l'intérêt ou de la curiosité. Et donc, bah, je les aidais à le faire, mais moi, je le faisais pas pour moi. Et c'est vrai que me plaignant de certaines choses qui m'agacent un peu dans le monde actuel, il y a quelques années, j'ai un ou deux proches qui m'ont dit: «Écoute, Don-Pierre, on va te renvoyer ta légendaire punchline», parce que j'en ai deux trois comme ça que j'ai dû dire plus de 500 fois en conférence à l'époque. Et l'une d'entre elles, c'était que si tu as un problème que tu répètes à longueur de temps, mais que tu ne fais rien pour l'adresser ou pour essayer de modifier ça, c'est une excuse ou en tout cas quelque chose qui est pas si important que ce que tu racontes. Et tu as pas vraiment le droit, quand tu as tes deux bras, tes deux jambes, selon moi, de pas utiliser cette force-là pour honorer la chance qu'on t'a donnée. Parce qu'il y a des gens qui rêveraient avoir tes problèmes et ton levier. Et c'est vrai que quand tu as les capacités de pédagogie et de communication avec un petit savoir-faire ou une expérience, quelle qu'elle soit, bah, c'est quand même con de pas donner ta parole quand tu te plains
qu'on ne la laisse qu'à des gens qui peut-être la méritent un peu moins, même si c'est difficile de juger ça, c'est pas moi qui peux en juger fermement, mais en tout cas une impression d'être entouré d'individus qui manquent peut-être de légitimité quand ils ouvrent la bouche, et dans une génération d'autoproclamés qui adorent l'ouvrir quand ils n'ont rien fait. Donc j'ai attendu d'avoir moi 33 ans avant de faire une vidéo en ligne sur les réseaux sociaux et d'avoir plus d'une décennie d'initiatives entrepreneuriales avec tous les trucs que ça comporte, pour donner 2-3 petites pistes, non pas sur comment faire, parce que je sais toujours pas, mais simplement sur les mécaniques de réflexion qui m'ont permis, moi, de trouver des trucs assez importants, de cohérence, d'épanouissement, d'ancrage, on y viendra. Et dans un second temps, comment je pense qu'on peut articuler nos mécaniques de réflexion pour être un peu moins con, parce qu'il n'y a pas trop de manières de le dire. Et c'est très égoïste hein, comme démarche. Voilà, c'est comme d'écrire un bouquin d'ailleurs, j'en ai écrit 4, c'est égoïste, c'est pour moi, c'est pas. Je sais que les gens aiment bien parler de bienveillance toutes les 2 minutes et des trucs, mais c'est en vérité quelque chose de très très personnel. Et voilà, je l'ai fait pour gueuler un peu. Donc au début, YouTube, et puis je me suis tenté quelques contenus pour dire à peu près tout ce que j'avais à dire. Puis après, je me suis saoulé tout seul. Je dis c'est bon, je vais répéter tout Ça le y temps est. la même chose. Je supporte pas m'écouter dire le même truc tout le temps. Et le truc, c'est qu'après, j'ai changé de format. On m'a dit, ah, donc vas-y, teste un peu les TikTok, les compagnies. Je dis, bon, allez, on va faire 2-3 shootings, on verra. Vous me posez des questions, je vous réponds. Ouais. Et c'est parti assez vite, parce que la première vidéo, je crois qu'elle a été vue 50 millions de fois. Ok. Alors pas sur mon compte, je crois qu'elle a 2 millions, mais tu sais, elle a été volée partout. Ouais, c'est ça, ouais. C'était les réseaux C'est une- sociaux, hein, Ouais, chacun, surtout ces vidéos-là de mindset, ça tourne pas mal entre c'est différents abusé. comptes Ils et l'ont ça peut prise. aller vite. Et puis c'est pas les meilleurs qui l'ont reprise, quoi. Bref. Et je voyais, je te jure, je voyais des types la repartager, j'avais mal, j'avais envie de m'effacer tout seul carrément. Même moi, je me déteste. Mais non, je plaisante, mais voilà, j'ai fait ça, puis c'est passé vite. Je crois que le compte il était monté à 100 000 en 4 mois. J'ai fait une vidéo d'ailleurs pour parler de ça et de la logique de création de contenu, mais je l'ai fait plus pour l'exercice et légitimer la posture de je te partage des choses que je t'enseigne et que je sais faire. Mm. Et si je le fais moi, ça va marcher. Et donc je l'ai prouvé. Moi j'aime bien être comme ça. Tu sais, tu fais ce que tu dis, tu incarnes ce que tu proclames et après tu l'ouvres. Et juste au bout de 4 mois, ça m'a saoulé. Les histoires d'algo, de machin, j'ai pas que ça à faire. Donc du coup, comme on est vraiment sur le terrain entrepreneurial, bah en fait c'est passé. Et puis tu sais, tu procrastines. Et ça fait 1 an que je dis t'inquiète, je vais reprendre. Ouais. Mais Peut-être voilà. après le podcast, tu vas reprendre, on sait jamais, peut-être qu'on va Alors on va te motiver. c'est prévu en 2024 en réalité, même là Super. assez rapidement. C'est Donc, prévu c'est notamment. un objectif? C'est un Ah oui, objectif alors? ouais, exactement, Ok. c'est prévu. Ben, et ben, du coup, Ah, j'en profite pour partir sur notre première question. C'est comment on fait pour essayer justement déjà, je pense, de trouver les bons objectifs. Déjà, qu'est-ce que tu nous conseillerais pour réussir à avoir des objectifs qu'on va maintenir dans le terme? Déjà, comment on peut faire pour se dire, ben, est-ce que des fois on a des objectifs, mais est-ce que vraiment ils correspondent à ce que nous on est réellement? Donc ça, c'est vraiment mmh. une question déjà on voulait vraiment débuter par ça. Quels objectifs se fixer et comment faire pour se les fixer? Alors, j'ai pas de réponse universelle et je suis pas un omniscient, donc moi j'utilisais les méthodes, assez connues, dont Brian Tracy a été le plus grand promoteur de la méthode SMART, hein. Qu'un objectif soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et limité dans le temps. Et je pense que le plus important d'ailleurs, c'est qu'il soit réaliste et limité dans le temps. Mais très clairement, je vais commencer par t'évoquer la problématique que je vois au quotidien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas faire lorsqu'il s'agit de fixer des objectifs pour plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles, c'est parce qu'on est entouré d'individus qui, soit quand on est petit, nous disent des trucs qui sont très décorrélés du réel à notre égard et ça crée une vision totalement biaisée de ce qu'on croit être notre réalité ou nos compétences, c'est-à-dire notre famille, nos parents, voilà, papa, maman, etc. Donc on a ce biais et ce problème-là. Soit on a des gens dans le monde du développement personnel qui est très galvaudé aujourd'hui, dans lequel on a Yeah. tout un tas de speeches Are you dont using sont the coupables les plus Wi-Fi? grands, hein. D'ailleurs, les Yeah, Robbins de because ce monde, etc. I think Je leur arrive pas à la it's cheville, gonna donc be bravo, mais trouble for me. ils ont cette culpabilité, So en yeah, tout cas, I think I d'avoir un continue discours Wi-Fi. qui, Yeah, I'm parce qu'ils sorry. sont No biaisés problem. selon leur propre expérience, va sembler Okay, I dire aux turn it. gens qu'ils peuvent être ce qu'ils veulent être et qu'ils peuvent avoir ce qu'ils veulent avoir sans aucune corrélation au réel. Et je le dis souvent, non, tu ne deviendras pas le plus grand basketteur de NBA si tu fais 1m68. Non. Et ce n'est pas parce qu'il y en a un dans l'équipe des Charlottes d'ailleurs à l'époque qui faisait 1m68, Monsieur Boggs, que tu peux le faire. C'est une occurrence, ce n'est pas une règle. Et malheureusement, on n'apprend pas assez aux gens à entendre le fait qu'il y a une distance entre ce que tu veux être et ce que tu peux être. Et ça, c'est un truc que j'ai compris avec le temps. Donc, premier élément, je conseille les gens à beaucoup de pragmatisme. Et avoir du pragmatisme ne veut pas dire être défaitiste, ne veut pas dire être cynique, ne veut pas dire être triste. Ça veut dire accepter qui l'on est.
Et donc, à la seconde où tu acceptes qui tu es, tu connais tes atouts et tu connais les petits points bloquants et tu essaies d'aller vers ce qui fonctionne et vers ce qui peut coller à ta personne. C'est le premier point. Le second, Là, du coup, excuse-moi, juste par rapport au premier point, tu parles de caractère physique et aussi de caractère mental les ou deux. tu parles vraiment Mm. que les deux? Ok. Les Vraiment les connaître. deux, Est-ce qu'il y a des caractères qui sont limitants pour toi? Il y a des choses qu'il faut savoir discerner? Et sur quel point complètement. t'accentuerais un petit Mm. peu? Les traits principaux, l'impatience ou la patience. Le besoin de sécurité ou l'amour pour la flexibilité et la liberté, ce sont des oppositions. C'est dichotomique de vouloir entreprendre, par exemple, quand tu es quelqu'un qui a un besoin profond pour la sécurité. Et j'ai Ok. beaucoup de personnes autour de moi que je dois éveiller là-dessus. Tu te rends compte que dans ton quotidien, tu as un niveau d'anxiété qui est hors norme, parce qu'au fond de toi, tu as juste un fantasme qui est celui d'être salarié. Pourquoi tu te fais chier? Et en fait, oui, parce que j'ai vu une vidéo qui m'a motivé, oui, parce que je veux des sous, mais il y a d'autres moyens. La plupart des gens qui ont des fortunes à 7 chiffres sur cette planète et des patrimoines à 7 chiffres l'ont fait en investissant et majoritairement dans l'IMO. Et tu le fais mieux quand tu es salarié que quand tu es entrepreneur, ça. Donc il faut faire attention à ces narratives-là. Et c'est pareil au niveau du sport. Les gens ne s'adaptent pas à leur morphologie, ont des réponses systématiques à des réalités singulières. Ça marche pas, ça. Il y a des sports qui conviennent pas en fonction d'un certain type d'individu. Est-ce que tu es plutôt grand, plutôt fin? Est-ce que tu es plutôt petit, des membres courts ou pas? Il y a des gens qui sont plutôt faits pour les sports d'endurance, d'autres qui sont plutôt faits pour des sports de force. Et c'est comme ça. Et je pense que ce n'est pas assez évoqué. Parce qu'on laisse l'impression que n'importe qui peut devenir ce qu'il veut. À grande base de punchline du style Yes, you can. Non, tu peux pas. En tout cas, pas toujours. Et du coup, Ça marche. comment on devient honnête envers soi-même? Parce que du coup, un des sujets que tu abordes le plus, c'est la cohérence. Moi, la question, quand je t'entendais parler, c'était, euh, personnellement, j'essaie d'être cohérent, tu vois, mais comment on arrive à objectiver, à faire un scan de soi-même pour être honnête et en phase avec soi-même? Alors, c'est un peu deux sujets, mais je vais les corréler en faisant. C'est-à-dire que, et c'est pour ça, même le goal setting, Hmm. etc., en vérité, ça évolue avec le temps. On fixe des objectifs plus ou moins court, moyen, long terme, des choses qu'on aimerait faire, mais c'est souvent pas assez fort et pas assez précis. Et donc, je pense au contraire que on devrait simplifier beaucoup les choses et de se dire qu'est-ce que là, tout de suite, je veux le plus être, qu'est-ce que là, je veux le plus avoir, plutôt que un objectif comme une maison, comme un truc. Parce que le problème de ces objectifs hyper spécifiques, c'est que souvent, c'est pas des drivers assez forts. Moi, je veux être libre, influent. Je veux avoir du temps, je veux avoir du levier, etc. Donc tous ces trucs que je veux être et avoir définissent ce que je dois faire pour devenir ce que je veux devenir et avoir ce que je veux avoir. Et donc cette notion de devoir est intéressante parce que, par exemple, ce que je fais ici et même mon mouvement entrepreneurial, ce n'est pas ce que je ferais dans l'absolu si j'avais le choix avec baguette magique de ce que j'exécuterais comme activité au quotidien, mais je fais ce que je dois faire et je suis là où je dois être pour avoir plus de compétences, plus de capitaux, plus de contacts et avec une bonne dose de cœur pour changer les choses. Donc je suis pragmatique et par rapport à moi et par rapport aux autres et par rapport au monde. Et en fait, ce manque de conscience de soi, des autres et du monde, donc du réel, je pense que c'est un grand frein. C'est un grand frein parce que on part dans des directions qui sont des espèces de stimulation parce qu'on voit de la lumière sous la porte. On voit des gens qui se font motiver par le moindre individu qui les pitch. Donc il suffit que j'arrive avec un peu d'enthousiasme et je vous dis oh j'ai un super projet et ça y est vous foncez, mais il y a votre vie, il y a votre vie de couple, il y a votre équilibre personnel, il y a vos priorités, etc. Et donc pont vers la cohérence, c'est ta deuxième question. Je pense que le seul moyen de trouver ces réponses-là, c'est de se connaître. Et pour se connaître, il faut avancer. Tu peux pas comme ça, dans le canapé, en mode démo, arriver à comprendre de quel bois tu es fait. Et je conclurai avec un exemple. Moi, par exemple, en tant que entrepreneur individu sur le terrain, j'ai vu mes limites en exécutant. J'ai vu par exemple que j'étais perfectionniste, que j'aime que les choses soient bien faites. Ça fait partie de ma personnalité. Et vous l'observez, on fait un podcast, etc. Je fais en sorte d'avoir un setup. C'est cadré, ça paraît pas, mais il n'y a rien qui dépasse. Tu vois. Ça fait partie de ma personnalité, tout en étant extrêmement amoureux de la flexibilité. Et dans la vie personnelle, je déteste les scénarios, par exemple, parce que les gens n'imaginent pas une seconde. C'est-à-dire que moi, j'emmène une fille 3 jours, elle me dit on fait quoi? Je dis j'en sais rien. Me regarde avec des yeux comme ça. Donc, je suis un capitaine de navire. Je vais, avec l'empathie nécessaire et le leadership que j'ai et mon charisme, faire ce que tu as envie de faire. Et de toute façon, je le devinerai assez facilement et ça va être génial. Je vais donner le tempo comme une locomotive, mais je ne vais pas scénariser. Je déteste ça. Dans la partie professionnelle, à l'inverse, je suis très perfectionniste et j'aime que les choses soient carrées. Bah ça a des limites et ça ouvre des opportunités. Et une fois que tu l'as découvert, le seul truc, c'est pas de se dire je vais lisser cette aspérité, ce que font beaucoup de nos amis psy, amis ou pas d'ailleurs, mais pas tous.
Encore une fois, je fais jamais de généralité, mais c'est ce nouvel mode-là. Oui, alors tu sais, il faudrait mieux. Non, comment ça, il faudrait mieux? T'es perfectionniste, super. Bah, heureusement que Steve Jobs, il était perfectionniste du con. Parce que sinon, on n'a pas d'iPhone, en fait, tu vois. Donc, encore une fois, il y a des endroits où c'est chiant, il y a des endroits où c'est bien. Et pour que cet exemple soit plein, je conclue avec une image très visuelle. Chez nous, c'est moi qui écris des foutus bouquins. Et les gens savent que la moindre faute d'orthographe m'agace, ce truc. Donc, ce que je fais, c'est que je ne lis même pas nos emails. Ça veut dire que c'est totalement délégué. Je ne repasse pas dessus, je ne veux pas les voir. Pourquoi? Parce que si moi je les vois, on va faire 36 allers-retours. Et je vais augmenter la friction, je vais augmenter les étapes, je vais augmenter le coût, etc. Donc je contrôle cet élément constitutif de ma personnalité en interne pour ne pas faire ça. Mais quand il s'agit de relire une étiquette sur un nouveau produit, là on a sorti un produit Caféine Énergie, c'est de la caféine à diffusion progressive, c'est vraiment trop bien. C'est une techno intéressante et pour éviter les crashs. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait la nouvelle étiquette en français et en anglais. Bah, moi, je la relis en entier. Et là, le côté perfectionniste est bon. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir le dernier mot quand on est le plus perfectionniste de la bande sur ce genre de choses. Donc encore une fois, on utilise contextuellement ces éléments de personnalité et pour les découvrir, il faut le faire sur le terrain. Il n'y a aucun autre moyen de le savoir et surtout pas dans son canapé. Ok. Et du coup, si je comprends bien, en fait, tu hiérarchises quand même le fait de savoir qui on veut être et ce qu'on veut avoir. Et du coup, quelle serait l'action que tu nous proposerais, le premier outil, la première action qui nous permettrait en fait de démarrer un petit peu cette démarche-là? Tu veux dire dans quelle sphère, dans quelle Ouais, parce que si j'ai bien compris, tu dis que il faut savoir qui on veut être et ce qu'on veut avoir, et c'est par l'action que qu'on va avancer. Donc, quelle serait la Oui. première action du coup que tu nous proposerais? Bah, je pense que c'est se poser sur son passé, c'est ce qui construit le futur, et se demander, tiens, si je regarde en arrière, je m'assois 2 minutes, ce qu'on ne fait pas, hein. Les gens, ils planifient leurs vacances pendant des heures, font des groupes WhatsApp, etc., mais se posent jamais sur, tiens, ma vie, je suis constitué de quelques briques. Est-ce que j'ai décidé, moi, on m'a foutu de l'eau sur la tronche quand j'avais 2 ans, j'ai demandé quelque chose, moi? Non, tu vois, je ne réfute rien. D'ailleurs, personne ne sait à ce moment si mes croyances sont déistes ou pas et si je suis heureux d'avoir été baptisé, mais le point est que j'ai analysé cette brique. Après, j'analyse la brique de mes croyances par rapport au monde politique, à l'argent, à la santé, à la nutrition, tiens, pourquoi on mange comme on mange, etc. Et j'analyse tout ça. Donc déjà, se poser, prendre le temps de l'analyse et penser à des situations qui se sont produites, dans lesquelles on a eu ce que j'appelle des activateurs, positifs ou négatifs. Alors c'est un peu binaire dit comme ça, mais au moins c'est simple. C'est-à-dire, dans le passé, quels sont les moments qui m'ont semblé me donner beaucoup de joie, pour autant qu'on puisse qualifier ce sentiment, mais je me sentais bien, qu'est-ce qui a fait que, et qu'est-ce qui fait que ça va pas. Et moi j'ai un ami comme ça que j'ai en tête, paix à son âme, je rends hommage parce que c'était quelqu'un de très bien et je pense qu'il aurait fait de grandes choses. Il a eu un accident de moto l'an dernier, donc je pense à lui et surtout qu'il vous suivait et que bon voilà, ça me raccroche à ça. Et en fait, à l'époque, il est parti dans la direction d'études et puis de commerce et de galérer. C'était vraiment quelqu'un de volontaire. Puis il a essayé un petit peu d'entreprendre, et même avec moi, d'ailleurs, je l'ai recruté, il avait 18 ans. Et j'ai fait plein de choses avec lui. Je l'ai mis devant une glace, pour qu'il change de tenue vestimentaire et de posture parce qu'il voulait s'adapter à notre monde. Je dis, du coup, tu dois évoluer inéluctablement. Mais tout ça, c'était contre sa nature. Et puis un jour, on a eu une conversation assez ferme dans laquelle bah, il adorait le sport, etc. Je lui dis, mais si tu avais la main dans le choix, tu ferais quoi? Il me dit, je passerais toutes mes journées dans une salle de sport. Et je lui dis, mais écoute, tu l'as la réponse, fini. On s'en fout. Vas-y, une année d'études de plus, c'est quoi? T'es plus à ça près. Et en fait, il est venu coach. Et puis, bon, bah, il était parti pour faire de très belles choses. D'ailleurs, l'année dernière, il avait fini le premier cap de ses résultats à 6 chiffres sur une année calendaire complète, ce qui était une victoire pour lui et ce qui était magnifique parce qu'il était en chemin pour vivre de son métier pleinement avec une vraie passion. Il commençait à voyager, etc. Et bon, la vie est parfois injuste et l'idée, c'est pas de vous mettre dans un bad mood en parlant de ça, mais c'est en montrant que on a les réponses quand on se pose les questions et quand on agit par-dessus. Souvent, on veut pas s'admettre les choses parce qu'on a peur. On se dit oui, mais s'il se passe quelque chose, si ça marche pas, et qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser? Et donc la mise en perspective est utile. Je sais qu'on ne fait pas ça, hein. Moi, j'ai eu un drame compliqué dans la famille hier qui s'est finalement bien terminé, mais j'en parlais avec un de mes proches et je lui disais, c'est con qu'on n'arrive pas à s'autoriser à mettre en perspective les peines parce que ça te remet un peu dans le truc de finalement, on a du bol. Parce que je suis pas au Burundi en train de crever de faim. Puis les gens ne savent même pas où c'est, ils savent encore moins que c'est le pays le plus pauvre du monde, parce qu'ils s'en foutent et je peux comprendre. Je reviens de Jordanie, moi. J'ai été dans un endroit en Jordanie où personne ne va. C'est pas des endroits touristiques, etc. Il y a que 3 familles qui vivent là, dans une vallée magnifique. Et on a rencontré des gens incroyables.
ça te remet sur terre, ça te calme un peu. Donc tu mets en perspective. C'est la première chose que je conseille aux gens de faire. Et même si on a un peu digressé, tu lèves les yeux et tu regardes une pleine lune ou quelques étoiles le soir, et puis tu te dis on n'est pas si important que ça. Donc en fait, le côté fixer les objectifs, passer à l'action et se connaître, c'est aussi se relaxer un peu et se dire bon bah j'ai une sensation, j'avance et peut-être je me trompe et on verra. Super. Du coup, tu nous as parlé, donc, du coup, pour résumer un petit peu pour les gens qui nous écoutent, de pragmatisme, de cohérence, essayer aussi de bien se connaître pour pouvoir justement fixer ses objectifs. Est-ce qu'il y a un dernier point que tu pourrais aussi nous dire pour avoir les bons objectifs? Est-ce qu'il y a un dernier levier qu'on pourrait utiliser pour avoir vraiment quelque chose d'important qu'on n'a pas encore donné? Ouais, au-delà de la méthode SMART, qui est pas du tout la mienne, hein. Donc, regardez ça, hein, SMART, vous tapez, objectif SMART, il y a 1000 contenus là-dessus. Du coup, je vais pas digresser là-dessus, mais comme je disais, que ce soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et limité dans le temps. Je pense que, c'est important d'avoir ces notions en tête, elles sont très efficaces. C'est OK, tu veux quelque chose, mais bah, c'est chapitre 21, c'est 4 pages du bouquin. Je dois le réviser pour mercredi prochain à 9 heures précises. Donc il y a une stratégie, puis du coup, si je lis une page par jour pendant 4 jours, puis que le 5e jour, je la révise, bah, j'ai un plan sur 5 jours. Et en fait, je fais la première action derrière. Et souvent, on n'arrive pas à découper comme ça. Il faut découper, mesurer et faire des actions qui sont massives et proches de soi. Donc, il faut construire ces objectifs dans cette orientation qui est celle d'itérer, réitérer rapidement et pas se mettre la pression sur la montagne a l'air grande, mais il y a une bosse devant toi, passe la bosse déjà. Et ça, c'est aussi simple que ça. Par contre, c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire parce qu'on aime tout compliquer et avoir l'impression qu'il faut être préparé pour tout faire. Et le dernier point, puisque tu le demandes en complément, on ne peut pas tout faire et tout être en même temps. Et ça, c'est un très grand biais des réseaux sociaux. C'est normal, hein, je comprends, on consomme vite, on regarde des contenus qui sont rapides et on voit des gens qui ne présentent que la partie émergée de l'iceberg, sans contexte, ni sans analyse du passé ou partage de ce que ça a demandé d'en arriver là. Moi, aujourd'hui, je vis entre deux pays, entre les Émirats et Nice. Bon, nos maisons mères, nos boîtes, nos collaborateurs salariés, nos entrepôts et tout sont à Nice, donc on paye énormément de charges et impôts pour ceux que ça inquiète. Vous inquiétez pas, on fait notre part et c'est à 6 chiffres tous les mois, donc on n'a pas d'inquiétude là-dessus. Mais par contre, en termes personnels, j'ai fait un choix de vie qui est plus flexible et plus logique pour un déploiement en Inde, à l'international et dans les pays avoisinants. Bref, ce luxe, il vient de 15 ans d'efforts et la première décennie pendant laquelle j'ai pas pris de vacances. Donc Ok. voilà, j'ai jamais fait un Mais week-end avec mes potes jusqu'à mes 32 ans, moi. donc tu penses qu'il faut aussi passer par une période où est-ce qu'on serait peut-être un petit peu, je dirais pas moins heureux, mais est-ce qu'on serait prêt à faire le dos rond pendant une certaine période justement pour pouvoir derrière atteindre ses objectifs? Est-ce qu'il y a un moment qui va être difficile et il faut se préparer à ce que ce soit difficile ou pas forcément? Est-ce qu'il y a Ouais, toujours cette période un peu de dos rond, tu penses? je pense que c'est obligé pour tout, hein. Vous êtes Ok. tous les deux sportifs et vous savez mieux que personne, et en tout cas au même titre que ce que j'évoque là, que on n'a pas de résultat sans effort, c'est basique. Donc oui, évidemment qu'il y a un moment où on est obligé, mais j'encourage pas non plus les gens à reproduire des schémas. Chaque schéma est singulier. Moi, j'ai été beaucoup trop lentement, il y a des leviers que j'ai pas saisis assez vite, il y a des erreurs que j'ai faites, etc. Mais c'est facile a posteriori de te retourner et de te dire Excuse-moi, tiens, je change. juste excuse-moi, quand tu parles de levier, est-ce que tu pourrais, parce que tu l'emploies beaucoup, est-ce que tu pourrais un peu nous le définir, ta vision un peu du levier, qu'est-ce que c'est? Ah, les leviers qu'on a à disposition en tant qu'humain, on a notre bien le plus précieux, au-delà de la santé, c'est comme le sujet de votre podcast, au-delà de la santé, c'est le temps. Et personne parle de ça parce qu'on préfère des choses concrètes comme l'argent qui ont l'air plus claires. Mais il n'y a rien de plus concret que le temps. C'est un stock limité et on fait que le perdre. Donc ce temps, il faut l'utiliser à bon escient. Alors que l'argent, par exemple, est un flux. Donc il peut entrer, sortir, et puis même si on perd un peu de sous, on peut en retrouver beaucoup plus après. C'est le principe. Et comment? Grâce à des effets de levier. Alors il y en a plusieurs. La démultiplication de ton temps, de tes compétences et donc des revenus. Bah, par exemple, avec le fait de construire une entreprise. Par exemple, vous êtes kiné, bah, comment tu peux passer de je soigne 15 personnes par jour à 50? Bah, tu prends une maison médicale que tu crées, tu investis de l'argent, tu prends des risques, tu trouves deux types que tu arrives à convaincre de te suivre, tu trouves le moyen de remplir le cabinet, puis ça y est, tu as démultiplié ton temps. Et tu touches un petit pourcentage sur ce qui se passe sur les deux autres, etc. Donc ça, c'est la logique, très simpliste, mais au moins on se comprend. Le deuxième, bah, ça peut être un levier, par exemple, financier, parce que dans le monde, hein, qu'on ait des valeurs incroyables ou pas et des velléités saines ou moins saines, que ce soit égocentrique d'acheter une Porsche ou que ce soit la volonté de faire un orphelinat, bah, il faut de l'argent. C'est une matière transactionnelle qui n'est pas sale, elle permet de valoriser
la valeur apportée au travail et à l'effort pour construire quelque chose, un produit ou un service. Elle permet de donner aussi de la valeur et de l'importance à la propriété et forcément à la valeur ajoutée. Donc toutes ces choses-là sont essentielles. Et je pense que transactions faites avec ce levier, c'est pas mauvais. Et par exemple, une banque te permet de faire un crédit, ça s'appelle un levier. Tu vois, Ok, l'immobilier représente un levier. un actif qui, par exemple, permet de faire ce levier-là. Et au niveau de la santé, on a plusieurs effets de levier, notamment à travers l'hydratation, l'alimentation et le sport, qui peuvent nous permettre d'augmenter drastiquement le sommeil, les phases de prise de masse Super. musculaire ou d'augmentation de l'endurance. Et là, pour le coup, je prêche des convaincus. C'est un peu la même chose. Ok, Et super. du coup, avant d'aller plus profondément sur le mécanisme de réflexion que tu proposes aux gens pour prendre des décisions, passer à l'action, il y a une thématique que tu abordes souvent, c'est la notion de responsabilité qu'il faut placer au centre du sujet. Tu dis qu'il y a 90% des gens entendent des choses mais ne font pas ce qu'ils entendent. Comment du coup on responsabilise les gens ou comment on se responsabilise soi-même? Je crois que c'est dur et c'est une question d'éducation. Donc, moi, j'ai beaucoup de chance parce qu'il faut parler de la chance aussi. Je suis Hmm. dans une famille dans laquelle on m'a apporté de l'amour, déjà, premièrement, de la structure, une pédagogie qui était agréable et qui m'a donné envie, d'avoir envie toujours d'apprendre, d'évoluer et puis d'être toujours meilleur, avec des défauts. Hein. Je dis pas qu'ils étaient parfaits ou qu'ils sont parfaits, mais j'ai eu cette chance-là. Donc, déjà, la structure pédagogique et éducative de la structure familiale, c'est le point. Maintenant, la question se pose pour tous les gens qui ont malheureusement pas eu cette chance et sont dans une position de constat de la limite et qui observent peut-être ou pas, et c'est pire quand ils ne l'observent pas, une déresponsabilisation chronique. C'est toujours la faute des autres, c'est toujours la faute de l'État, c'est toujours la faute du patron. Il n'y a jamais une phrase dans laquelle c'est leur faute. Et je connais des gens très brillants. Je fréquente des gens qui font des trucs incroyables dans leur vie, quelle que soit la sphère, et qui ont une incapacité systématique à se responsabiliser. C'est-à-dire que quand il y a un problème, et je vais jamais les entendre dire: «Voilà, on a foiré quand même». C'est tellement agréable d'avoir la capacité, je sais pas si c'est de l'humilité, de l'honnêteté intellectuelle ou du courage, peu importe, mais cette capacité d'exprimer un truc qu'on a raté ou le fait que, bah oui, là, j'ai fait une erreur et ça a conduit à tel ou tel résultat et c'est à cause d'une pensée trop binaire et manichéenne qu'on est comme ça. On n'a plus envie de contextualiser et on n'a plus envie de nuancer. Donc, tu vis une séparation, par exemple, c'est évidemment l'autre qui a fait ci, qui ça. Et personne te dit, oui, alors moi, ma part de responsabilité là-dedans, c'est ça, plus ça, plus ça. Et on en a toujours. On en a toujours. C'est jamais 100% zéro. Ça peut être 80-20, mais 20, c'est pas zéro. Savoir se C'est dire une... les vérités, en fait. On est Mm. d'accord. Mais Savoir j'ai être pas... ouais, transparent et c'est honnête ça. avec soi-même. Mais j'ai pas de Et méthode miracle parce que je vois exactement la question de 20 ans, Vincent, c'est-à-dire c'est compliqué cette notion-là parce que si tu l'as pas en toi et si t'es pas quelqu'un de solide qui a envie de dire tout ce qui m'arrive de bien ou de mauvais c'est ma faute ou c'est grâce à moi, bah finalement comment faire apparaître ça chez quelqu'un? J'ai pas réellement de recette miracle pour ça honnêtement. C'est un sujet T'as profond. pas, t'as pas un outil pour comment je pourrais formuler ça, avoir un sursaut, un éveil de responsabilité, tu vois, quand on se laisse porter dans la vie qu'on Les épreuves de a, la vie. parfois, tu est-ce vois, que, est-ce que par Mm. exemple, ça serait pas je te demande ça comme ça, mais est-ce que ce serait pas peut-être se poser des questions sur des choses qui ont été un peu difficiles dans notre vie et C'est se ça. dire, ben, pourquoi ça m'est arrivé? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que moi j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de bien dans cette situation-là? Mm. Est-ce que ça peut commencer par des choses comme ça, très simples, sur des moments difficiles, et peut-être aussi sur des moments faciles, hein, mais je pense que les moments difficiles sont peut-être plus importants pour se c'est responsabiliser Ouais. c'est peut-être que les la côtés maîtrise des négatifs, hein. bases, c'est peut-être la maîtrise des bases Mm. que tu prodigues qui pourrait être un élément de Mm. réponse. Ouais, alors oui, mais je pense vraiment qu'on se responsabilise à grands coups d'épreuves dans la vie, hein. Mm. Moi, c'est les trucs violents que j'ai vécus qui m'ont responsabilisé avec le temps. Tu deviens un peu l'homme de la maison, et puis bah, tu prends les rênes naturellement. Moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait, hein, à l'âge de 12 ans, et bah, t'as pas le choix. Et puis après, tu arrives dans des environnements, par exemple, je crois beaucoup en la confrontation physique, moi. J'aurais préféré éviter qu'elle soit autant présente dans ma vie dans la rue, mais en tout cas, j'ai fait beaucoup de sports de combat et dans un cadre martial ou sportif, je l'encourage. Pourquoi? Parce que se tester très tôt, très jeune, hein, tester sa résistance, ça crée quelque chose de chimique que je ne peux pas expliquer. C'est-à-dire que prendre un coup et comprendre que t'es pas mort la seconde d'après, que tu peux résister à ça, que tu peux te relever mieux encore, que tu peux en filer un, et que cette fois-ci c'est lui qui a mal, ça crée quelque chose de chimique
que je ne peux pas expliquer. Ça augmente ta confiance en toi de façon drastique. Et tous les gens autour de moi qui ont pris ce conseil que je leur ai donné ont aujourd'hui vu la différence, même à l'état adulte ou à l'âge adulte. J'ai en tête un ami qui s'appelle Nicolas, que je salue, qui est un mec super, qui fait beaucoup d'efforts dans sa vie pour essayer d'évoluer, d'avancer, parce qu'il a une équation qui est la sienne et qui est peut-être pas aussi favorable que celle de quelqu'un d'autre. Et la vérité, c'est qu'en plus de travailler énormément, il s'est mis au MMA, il s'est fait violence, c'est difficile pour lui. Et puis voilà, la première blessure et un petit bobo au coude et un petit truc au genou. Il encaisse, il est là, il avance et il me le partage. Il me dit, je sens déjà la différence, en fait. Et voilà, je pense déjà que c'est important. Et oui, les brutalités de la vie, ça t'aide à te forger et à devenir responsable. Donc ça, c'est le premier point. Après, il y a évidemment le sujet de maîtriser les bases, ça c'est un autre point. Du coup, la pratique du sport, là, comme tu dis, ce serait d'augmenter en fait l'être sanguin. Tu parles d'être de pulsion, qu'on n'est pas qu'un être intellectuel, Mm. socio-culturel. T'as parlé de ça, on était Ouais, sanguin. très intéressant ce que tu dis, et j'apprécie parce que je vois que vous avez sûrement dû écouter 2-3 contenus ou choses On a bossé, que hein. j'ai dit, j'apprécie. Vous avez vraiment préparé ça comme il faut. On est passé à En l'action, fait, quoi. ouais, ouais, j'apprécie. En fait, ce qui se passe, c'est que, et pourtant, tu vois, c'est fou puisque moi j'écris des bouquins sur la thématique de la psychologie, alors je mets ça entre guillemets, empirique. C'est-à-dire que je rentre pas dans le petit monde protégé des psychologues et psychiatres de ce pays ou psychanalystes, parce qu'après ils sont énervés. Moi je n'ai jamais monétisé mes services, jamais fait de coaching en tête-à-tête payant. Je ne vends pas de services d'accompagnement, donc je suis à l'aise avec le fait de parler de ça parce que je n'entre pas dans leur monde et que moi j'ai pas leurs outils pour faire les choses. Donc j'ai tout à fait l'humilité de rester à ma place. Toutefois, ayant rencontré des dizaines de milliers d'êtres humains dans ma vie à raison de 20-25 par jour, une vingtaine en moyenne, et animé un grand nombre de conférences dans la première décennie de ma vie, où je rencontrais entre 30 et 500 personnes en moyenne à chaque fois, j'ai brassé un nombre de personnes importantes. Et j'ai eu jusqu'à 2500 collaborateurs et j'ai commencé tout seul. Donc tout le chemin, je l'ai fait moi. Donc l'ayant fait, j'ai dû aider chacun de ces individus à faire entrer tout ça dans leur vie, etc. Donc j'ai eu une espèce de lecture très empirique et de terrain de comment on peut faire pour que quelqu'un qui a peu de confiance en lui en développe un peu plus, pour que quelqu'un qui a peu ou pas de compétences oratoires essaie de les développer, pour que quelqu'un qui a finalement l'impression d'être feignant alors que la vraie réponse c'est qu'il n'a jamais trouvé le truc qui l'excite assez pour passer à l'action, eh bien puisse passer à l'action. Et tous ces petits déclencheurs-là, je les ai appris sur le terrain, comme un artisan. Donc c'est très grossier. Les thématiques que j'évoque, si un psychiatre les entend, il va dire ah ça c'est tel concept. Et souvent ça m'est arrivé d'ailleurs. Des mecs me disaient mais attends ça c'est un concept que je connais et je vais te donner le nom. Mais moi je l'ai juste vécu sur le terrain donc voilà je le partage et si ça aide tant mieux. Mais ce que j'ai appris avec le temps sur ces notions d'accompagnement, c'est que même si pour le coup, j'ai un intérêt à ce que les gens croient à ça et se disent je peux évoluer, je peux apprendre, je peux scanner la personne que je suis, puis essayer brique après brique de voir si je dois en enlever, de voir si je dois en ajouter, de voir si je dois en renier, de voir si je dois en repeindre. Malgré ça, malgré le fait que je suis constitué de tous ces éléments culturels, sociaux, psychologiques et que je peux aller dans ces directions, on oublie un truc très important, c'est qu'on est d'abord sanguin, qu'on est d'abord d'ADN et qu'on est d'abord hormonaux. On est fait d'eau, on est fait d'air. Et le problème, c'est que notre société ne va pas dans cette direction. On va dans un déni d'ailleurs de ça, hein. Je ne vais pas rentrer dans les thématiques trop, euh, trop dangereuses parce qu'on vit maintenant dans un monde où en plus on peut plus rien dire. Mais ce déni de réalité et cette espèce de transformation du réel, notamment sur des logiques biologiques, c'est très inquiétant. Pourquoi? Parce qu'on laisse plus la place à des bases qui sont essentielles et accepter notamment que ça fait partie de nous. Accepter que oui, nous avons des différences hormonales entre êtres humains. Que oui, nous sommes différents d'un être humain à l'autre d'ailleurs, que dans une portée de chiot, et mon ami est associé Chris et maître chien militaire donc dans son passé, et il m'en parle souvent, parce que je vois des gens, parfois des frères et sœurs, on est tous très différents, etc. Et c'est drôle, et il me rappelle souvent ça, il me dit, tu sais, dompé, les chiens, quand ils sortent, voilà, mise bas, ils sont là, 12, une portée qui vient d'arriver, et ben, t'en as un qui est peureux, t'en as deux qui foncent partout, t'en as un qui fait qu'aboyer, t'en as un qui parle pas, enfin qui aboie pas, t'en as un qui fait des câlins, l'autre tu peux pas l'approcher. Et en fait, ça c'est en eux. En fait, après ça peut se développer, mais je pense que c'est important parce qu'on parlait ici de conscience de soi, etc. Et de pas réfuter cette part-là, et donc de la laisser se développer puis la cadrer, et notamment par rapport aux notions de confrontation, c'est essentiel puisqu'on parle beaucoup de psychologie quand on parle de confiance en soi, mais on oublie que, je répète, prendre un coup, savoir se relever et en rendre un, ça compte beaucoup de façon subconsciente pour forger un homme, et j'y crois beaucoup. Du coup, là, si je comprends bien, en fait, tu mets en avant la singularité, hein. Tu mets en avant Ouais. que nos défauts, nos qualités,
sont finalement dépendantes du contexte. Et tu dis que finalement, c'est pas des défauts, des qualités, mais plutôt des éléments constitutifs de la personnalité. Absolument. Eh ben voilà, c'est exactement ça. C'est ce que je partage. C'est d'ailleurs le sujet de mon 5e livre, ça. Il sort bientôt. Je parle, c'était pas prévu, mais en fait, c'est exactement la même démarche qu'un contenu en ligne. Ça m'a fatigué de voir des gens qui savent plus contextualiser. En fait, chaque scène de vie, je la trouve ubuesque de ce point de vue. Chaque scène de vie. C'est-à-dire que quand je vois des gens parler entre eux, entre amis, c'est une idée contre un autre, des oppositions radicales, binaires, non contextualisées. Il n'y a plus de nuances, il n'y a plus de proportions, pas de prorata, pas de temporalité. C'est pas une réflexion, ça. C'est un raccourci, du raccourci, du raccourci. Et moi, ça me fatigue. Quand je vois des gens qui s'embrouillent au travail, pareil. C'est le leadership systématique. Moi, je dis souvent, même à des gens qui m'entourent et que j'aime par ailleurs par leurs compétences, parce que c'est des gens brillants, j'en ai certains autour de moi avec qui je collabore, à qui je dis, les gars, vous pouvez pas avoir un leadership systématique comme ça, c'est pas possible. T'as une équipe de foot, bah, il y en a un, il faut que tu le motives avec des mots. Il y en a un, il faut que tu le motives avec des actes. Il a besoin de te voir jongler, toi, et de mettre un but, toi. Puis après, il y en a un autre, il faut que tu lui gueules dessus, parce que c'est vrai que lui, bah, il a ce rapport très important à la confrontation et très radical, mais tout le monde n'est pas fait du même bois, et on ne peut pas avoir des réactions systématiques face à des réalités singulières. Donc, en effet, je pense que cette dichotomie, ce truc-là, opposition binaire, qualité-défaut, c'est un truc du XXe siècle, et j'aimerais bien qu'on sorte de ça aujourd'hui. On a des éléments de notre personnalité qui nous servent ou nous desservent, qui plaisent ou qui déplaisent, selon le contexte. Et je parlais tout à l'heure d'être perfectionniste, par exemple, où il y a des gens impatients. Bah, Steve Jobs était impatient. C'est cool. Grâce à ça, on a des outils incroyables et il a fait naître le smartphone. S'il avait été patient, jamais on aurait eu ça. Simple. Donc il faut vraiment Maintenant, peut-être que pour sa femme, il faut c'était nul. assumer sa singularité au maximum pour justement essayer de mieux se comprendre. Et moi, quelque chose qui m'avait très intéressé aussi, c'était ta boussole. Tu parles de boussole avec plusieurs directions. Est-ce que tu pourrais aussi, justement, je pense que pour se fixer un peu des objectifs, c'est important aussi de maintenir un cap. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous en parler pour les auditeurs de façon à eux aussi qu'ils aient leur boussole en tête? Ouais, bah ça, c'est une parabole qui me servait à illustrer mon propos dans mon premier livre, Le Capitaine, qui me permet d'évoquer ce que je pense, moi, avoir été important dans mon changement, parce que tout ça est encore une fois issu d'une expérience empirique. Donc, je le partage dedans, il est quasiment autobiographique d'ailleurs. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est essayer de me dire qu'est-ce qui a vraiment de l'importance, mais pas de façon décorrélée à la réalité, mais concrètement. Et je pense que c'était plus important de viser un état d'épanouissement, de bonheur et de santé global que uniquement l'un des leviers qui permet de. Ça veut dire que l'argent est important. Le pouvoir, pourquoi pas, c'est important. L'influence aussi, le fait de se sentir utile, le travail que l'on fait, le sport que l'on pratique, tout ça sont des outils pour conduire à. Mais mon étoile polaire, par exemple, c'est pas le capital. Et je sais que dans la sphère entrepreneuriale, mais même dans le monde actuel, c'est le problème numéro un des gens. D'ailleurs, regardez, à chaque fois qu'on a une élection présidentielle, qu'est-ce qu'on vous répète toute la journée? La problématique numéro un des Français, c'est le pouvoir d'achat. Dès lors qu'on va faire une interview d'un homme politique ou d'une femme politique, on va toujours y revenir. Oui, mais que dites-vous sur le pouvoir d'achat et sur l'économie? C'est le sujet que tout le monde a en tête. Et je pense qu'on prend ça du mauvais angle. Au lieu de le voir comme ce que c'est, et c'est bien que vous m'ayez demandé de l'expliquer tout à l'heure et de le définir, un levier, au lieu de le voir comme un levier, on le voit comme une fin en soi. Et donc, on se lève le matin avec cette quête de argent, pouvoir, truc. Et ça devient malsain pour moi. Pourquoi? Parce qu'on oublie du coup des éléments qui sont fondamentaux, comme la santé, le fameux alignement. Alors, c'est un terme qui a été réutilisé par beaucoup trop de guignols, mais qui permet juste de faire une espèce de cohérence entre ces valeurs. Donc, très facile à définir. C'est tout ce que j'aime pas. En face, il y a ce que j'aime. Voilà, j'aime pas qu'on mente, j'aime l'honnêteté. Simple. Le deuxième point, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Le deuxième point, c'est les objectifs, on en a parlé. Le troisième, ce que j'appelle les besoins primaires, c'est-à-dire quelqu'un qui a une religion, qui aime la mer, l'eau, le soleil. Moi, j'ai besoin de soleil et de mer, par exemple. Je peux pas vraiment vivre dans le froid. Bon, bah voilà, je suis au courant. Ça fait partie de mes besoins primaires. Et le dernier point, ce sont les priorités du moment. Pierre vient d'avoir un enfant. Est-ce que c'est le moment d'ouvrir une start-up? Non. Voilà. Et est-ce qu'on peut tout faire en même temps? Non. Est-ce qu'il va devoir mettre en pause certains projets? Oui. Tu vois? Et ça, c'est le Ok. pragmatisme dont on manque. Donc moi, l'étoile polaire, selon ma lecture, encore une fois, c'est cette notion d'épanouissement slash cohérence slash bonheur, même si, encore une fois, c'est un terme un petit peu abstrait. Et le reste sont des leviers. Donc au sud, l'argent me sert de levier.
me sert d'effet de résultats et de multiplication des résultats. Les choix, donc à l'est, naissent en moi et pas dans le regard d'autrui ou dans la pression sociale ou sociétale qui voudrait, par un quelconque dogme, qu'il soit religieux ou pas d'ailleurs, m'imposer un schéma de pensée et me dire qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal, et finalement m'orienter de sorte à ce que je ne suis plus moi-même, parce que finalement notre société, elle est en train de lisser tout le monde. On n'a plus d'aspérité. Je veux dire, moi, je me suis baladé dans la vallée dont je vous parlais. J'ai quand même expérimenté des choses incroyables. Notre guide, qui est un guide local jordanien dans le berceau de la planète, se trouve là-bas, le point le plus bas du monde quand même, hein. On flotte, la mer morte, etc. C'est incroyable. Je me retrouve avec un type en train de faire un live sur TikTok pendant qu'on était dans ces montagnes. Le mec nous a amenés dans les endroits incroyables où personne, à part des chèvres, on n'a rien croisé, et un serpent ou deux, on n'a rien croisé. Le type était en train de faire un live TikTok, donc même là, en fait, on a réussi à faire ça. Et je me retrouve également dans des villes dans lesquelles j'ai vu, comme partout, des McDo, des Starbucks, des Apple, etc. Et on a tous les mêmes meubles, on a tous les mêmes vêtements, et je dis on, je dis pas il, moi je montre personne du doigt, hein. On est victime et coupable de ça. Mais je pense que le danger de lisser toutes les aspérités qui font notre singularité, tant au niveau individuel qu'au niveau communautaire, qu'au niveau étatique, qu'au niveau culturel, qu'au niveau économique, social, politique, peu importe, cette volonté de lisser, elle est dangereuse. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce que certains s'en aperçoivent et le vivent tellement mal, qu'il y a un repli communautaire / intégriste dans lequel des gens s'opposent avec des croyances qui sont radicales les unes aux autres parce qu'ils ont besoin de sentir appartenir à quelque chose. Et en fait, le défaut de ce qu'on est en train de faire, à essayer de lisser tout le monde, c'est ça. Donc la prise de décision à l'Est, pour moi, doit naître, comme le soleil d'ailleurs, à l'intérieur, en soi. Donc avec une mécanique de réflexion qui nous est propre, et qu'elle soit bonne ou pas pour les autres, ce qui est important, c'est qu'elle le soit pour nous. Et on conclut à l'ouest, là où le soleil se couche, pour être un peu plus épanoui. Et donc c'est comme ça que j'ai construit cette logique de boussole, pour être capable de dévaler la piste de la meilleure façon. Et Vas-y, pour Vincent. concrétiser un petit peu cette mécanique de réflexion que tu exposes, quelles sont les clés, comment un top 3 de mécanique de réflexion qu'on pourrait mettre en place juste après la vidéo? Ça peut être délicat à dire ça. Ce que je Ouais. vais partager, c'est plutôt générique dans ce cas. Je pense que lorsque on entend quelque chose ou qu'on découvre quelqu'un, il faut toujours avoir une position d'analyse à 360 degrés. Qui me parle? D'où vient cette personne? Quelle est sa légitimité à s'exprimer? Quelle est la temporalité dans laquelle on s'exprime? C'est-à-dire, est-ce que je fais référence à quelque chose qui s'est passé il y a 1 an ou il y a 10 ans? Est-ce que je fais référence à un fait historique? Si oui, jusqu'à quel point il est vérifiable? Et d'avoir ce réflexe-là, d'être alerte, de se dire, tiens, quelles sont les proportions, les prorata? Voilà, pour nuancer un peu le propos, parce que malheureusement, dès qu'on entend quelque chose maintenant, on est dans un consumérisme rapide et dans une réaction qui est tout aussi viscérale et trop rapide. C'est grave. Je veux dire, tu vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, une accusation, boum, ça y est, t'as un type qui était un dieu le matin, c'est une merde le soir. Il n'y a plus personne qui dit, attends, 2 minutes là. Prendre 2 minutes, on n'a pas le contexte, on n'était pas là, on ne sait pas. Non, c'est très rapide, c'est très compulsif, et ça m'inquiète un peu. Et donc, je pense que cette première habitude de prendre les choses en perspective lorsqu'on nous parle, lorsqu'on reçoit une information, déjà, ça aide. C'est le premier point. Le second, c'est de challenger ce que l'on croit être vrai assez régulièrement. Typiquement, moi, je suis des gens sur les réseaux sociaux que je déteste fondamentalement. Alors, on peut détester quelqu'un pour des raisons physiques, parce qu'on ne le sent pas. Il y a des gens qui vont m'écouter et se dire qu'est-ce qu'il est mal coiffé, je peux pas le piffrer. Bon, je Tu, vous aime quand tu même. m'as dit que tu me suivais, je commence à m'inquiéter, hein. Voilà. Mais ça pourrait. Alors, toi, c'est pas Ouais, c'est le pour cas ça. parce que j'aimais bien tes contenus, Non, mais t'inquiète, et t'inquiète. je suis Y pas a pas grand de monde en souci. plus, donc c'est plutôt flatteur. Mais la vérité, Ok. c'est que je m'entraîne à suivre des gens que je peux pas voir, soit pour des raisons physiologiques, c'est pas leur faute, hein. Ça peut être la voix, ça peut être la Ouais. position, ça peut être l'attitude, ou parce qu'ils disent ou ce qu'ils semblent incarner. Mais je fais exprès d'écouter ces types-là, ou peu importe, homme, femme, on s'en fout. Je fais exprès d'écouter ces gens-là, simplement parce que ça me permet de ne pas être dans le biais de confirmation permanent. Et donc, l'une des clés que je te partage, et on conclura là-dessus pour répondre à ta question, c'est de faire attention aux biais cognitifs de base. C'est un sujet intéressant, les biais cognitifs. Je n'ai pas forcément une expertise extrêmement large sur le grand nombre qui ont été détectés et nommés, mais je trouve ça très intéressant, et notamment celui de confirmation, qui fait que quand on commence à suivre des contenus sur les réseaux sociaux, par exemple, et c'est ça notre génération, l'algorithme va
nous présenter des contenus qui sont dans la même thématique, auxquels nous sommes favorables par rapport à des tags et par rapport à des choses que l'on a vues dans le passé. Et donc, on peut très vite, comme ça, s'imaginer une espèce de réalité qui n'en est pas, parce que on a un prisme de lecture et pas l'ensemble du spectre. Donc, avoir ce recul et faire ce travail intellectuel de remise en question, ça ne veut pas dire avoir un syndrome suisse de je ne prends jamais de décision et je ne me positionne jamais sur rien. Ça veut simplement dire avoir l'humilité, l'honnêteté intellectuelle de dire, un, je ne suis pas omniscient. Deux, ce que je crois être vrai est peut-être vrai aujourd'hui, mais ça ne l'était pas hier et qui me dit que ce le sera demain. Et donc, trois, je challenge cette réflexion en la mettant en perspective avec les opinions d'autrui, des gens que je rencontre et même des gens que peut-être je n'aime pas, qui par certains endroits peuvent être agaçants, mais par d'autres peuvent dire des trucs pertinents. Et cette pluralité-là n'est plus dans nos réflexions. Maintenant, c'est j'aime pas le type, j'écoute pas ce qu'il dit. Je trouve ça dommage. De vraiment être ouvert à toutes les discussions, même sur des sujets. Et je pense que c'est encore plus important justement d'écouter des gens qu'on n'apprécie pas forcément pour aussi, et essayer de les écouter aussi pas de façon superficielle, mais aussi très profonde pour vraiment avoir les arguments et vraiment avoir la vision complète de la personne pour pourquoi pas évoluer nous-mêmes dans notre façon de penser. Je pense que c'est hyper intéressant. Donc pour cette partie, un petit peu définir les bons objectifs, je te demandais un petit peu de résumer en quelques mots pour les gens qui nous écoutent. Je sais que ça a été un peu intense, mais du coup, tes grandes lignes en quelques mots avant de passer à l'action, qu'est-ce que du coup tu nous remettrais en avant pour bien définir les bons objectifs? On a vu du pragmatisme, de la cohérence. Tu résumerais ça comment? Apprendre à se connaître, comme je le disais, en scannant de quoi on est fait. Voilà. Qu'est-ce Ok, que j'aime pas? Donc en face, il y a ce que j'aime. Très simple. ok, Voilà. super. Quels sont les trucs qui me font vibrer et agir massivement. Action massive et proche de soi, c'est-à-dire pas en mode démo, pas d'état de réflexion et on Simple. teste et on abandonne. Et le truc de l'abandon, c'est pas un problème. Et je conclurai là-dessus, c'est bien que tu m'amènes là. Et c'est un bon résumé. C'est accepter que l'abandon n'a rien à voir avec le fait d'être une mauvaise personne ou pas, ça peut être pragmatique. Parce qu'en fait, on est devenu tellement taré qu'on ne sait même plus, parce qu'on a une paupérisation intellectuelle, mais on a surtout, et c'est pour ça que les gens n'arrivent plus à nuancer intellectuellement, une paupérisation verbale. C'est-à-dire qu'on ne connaît plus le vocabulaire, on n'utilise plus les mots à la bonne place. Et ça, c'est très grave. Pourquoi? Parce qu'on confond la persévérance avec l'obstination, par exemple. Et donc, on se dit, non, mais je lâche pas, faut pas que je lâche, on m'a dit never quit et tout, mais c'est quoi ça? Never quit ton rêve, ne lâche jamais ton objectif, ne lâche jamais tes valeurs, ne lâche jamais le chemin. Mais le véhicule du con, si à un moment donné, les roues, elles sont crevées, je sors du putain de véhicule et je vais en prendre un autre où je vais marcher. Mais non, ce que les gens font, c'est mes roues sont crevées, je m'en fous, je reste dans la voiture parce que je lâche pas, moi. Et parce qu'ils ont vu une vidéo de dev perso avec Tony Robbins qui crie comme ça et qui dit allez, c'est parti, il faut que tu never quit. Et je dis pas que ces gens-là sont stupides, hein. Le mec est non Hmm. seulement est plus grand physiquement, intellectuellement, culturellement que je ne le serai jamais, et bravo à lui. Mais il y a une culpabilité à ces punchlines qui sont sortis de leur contexte, et souvent indépendamment de leur volonté d'ailleurs. C'est cette impression qui est fausse, que finalement on peut pas abandonner quelque chose. Donc teste rapidement, action massive et proche de soi, découvre qui tu es en chemin, et arrête vite des trucs et t'en testes d'autres, c'est pas grave. Et a fortiori quand t'es jeune. C'est normal de vouloir tester plein de trucs, y a rien de mal. Et là récemment, du coup, ça fait sens de te recevoir parce que j'ai vu une vidéo d'Uberman qui parlait comment établir des buts, comment les compléter. Et en fait, il y avait quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est que du coup, il hiérarchisait les objectifs. Par exemple, Mhm. on a tous plusieurs objectifs, et lui, il disait, bah, il va falloir en mettre un au-dessus des autres, Oui, et priorité. il mettait quelque chose de temporel aussi, tu vois. Il disait, ok, bah, ce but-là, je le mets au-dessus des autres, et pour 3 mois, je crois qu'il disait, une période de 12 semaines, bah, je vais faire des actions qui m'amènent vers ce but. Et donc, du coup, lui, ce qu'il disait, c'était d'écrire tous les verbes, parce que pour lui, les verbes, c'est se mettre en action, tu vois. Et donc, autour du but, écrire tous les verbes qui me mettent en action vers ce but-là et pour une temporalité de 3 mois, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses, Ah, toi? c'est hyper smart. Alors, moi, je suis pas du tout expert là-dedans, hein. Le goal setting et tout, c'est vraiment pas mon truc. Mais surtout, tout ce qui est un peu théorique comme ça, je suis assez admiratif parce que les gens ont trouvé des notions comme ça et c'est très bien. Ouais. Moi, c'est des carcans qui m'ont toujours gêné, donc j'ai jamais rien lu quasiment sur la psychologie de ma vie, ni sur la communication, ni fait aucune formation. J'ai refusé de me former en PNL, tous les trucs que les gens imaginent pas, mais j'ai jamais voulu parce que je voulais pas dénaturer mon expérience empirique que j'estimais avoir une certaine valeur. Je l'aime bien, tu vois. C'est voilà, c'est comme chez moi, le truc que j'aime bien, c'est mon cerveau, je l'aime bien. Je le protège, je me drogue pas, je truc bon. Chacun voit midi à sa porte, mais le point il est là. Donc moi je suis admiratif et je pense qu'il a raison.
Et c'est pour ça que je parlais de la temporalité, hein, dans le fait de la méthode SMART de fixer des objectifs. Et le fait de prioriser, c'est essentiel. J'en ai moi en tête là. J'aime le voyage. Tous les ans, on voyage 2-3 fois souvent avec mon associé parce qu'on a des objectifs qui sont grands. Donc, pour pas sacrifier de ne pas faire et pour éviter de faire du ou et pour continuer de faire du et, c'est-à-dire et on fait notre business et on voyage, ben on voyage ensemble. Et typiquement, on devait aller en Colombie l'an dernier. On l'a décalé une fois, on l'a décalé 2 fois. On devait y aller là cet hiver, bah, on n'y va pas. On devait y aller cet été, on n'ira pas cet été. Pourquoi? Parce qu'on a des enjeux qui sont plus grands que ce voyage-là et que j'accepte de le décaler dans une temporalité qui sera autre, notamment parce que j'ai pris position et des engagements sur d'autres choses comme on en parlait dans la sphère MMA par exemple. Mais très clairement, c'est important de mettre ses objectifs en priorité. Et c'est pareil sur moi, mon 6e livre sort à l'été 2025. Donc après celui qui sort là, et il est déjà prévu. Ça fait des années qu'il l'est. Le thème aussi, le sujet aussi, le plan est déjà fixé. Les tableaux Excel qui me permettent de récupérer des données historiques le sont. Les dates auxquelles je vais me rendre parce que je dois récupérer des datas pour préparer ça sont prévues et anticipées d'avance. Donc j'ai mappé ce plan-là et je sais derrière que je veux aller dans la sphère audiovisuelle et probablement en faire un film. Et tout ça est très clair dans ma tête et tous les gens qui m'entourent le savent. Tu vois. Du coup, on Mais pourrait presque, excuse-moi de te couper, mais du coup, oui, là, tu es en train de dire qu'il faudrait presque planifier en fait ces objectifs dans le temps sur du court, du moyen et du long ouais, terme. c'est ça. C'est un peu ce C'est que tu ça. es en train de dire, ok. Mhm. Bah oui, parce que C'est ça hyper t'anime. intéressant. Moi, c'est ça qui m'excite. C'est-à-dire qu'au quotidien, ce qui m'excite, c'est d'avoir le levier pour. Il va falloir que j'investisse des millions d'euros de ma poche, que j'ai pas encore la somme totale que je vais devoir investir pour faire ça. Parce que quand tu rentres dans le délire de vouloir faire des films ou des trucs comme ça coûte un peu d'argent. Et je veux être indépendant, moi. J'entreprends pour ça. Je déteste qu'on me dise quoi faire, les contraintes idéologiques. Je peux être très violent pour ce genre de trucs. Et physiquement, j'ai pas de problème avec ça, moi. Je suis très à l'aise, je maîtrise totalement ma personne, mais quelqu'un qui essaie de me contraindre idéologiquement ou qui essaie de me donner une impression de prostitution en me disant attention, je te donne l'argent, tu fais comme je te dis, je pense qu'une fois que la personne a fini la phrase, je l'éclate. Homme, femme, je m'en fous. Je taquine évidemment, c'est une image, mais ça sera verbalement ou ça sera physiquement. Si c'est un homme, ce sera sûrement physique et je serai très très ferme. Donc en fait, cette liberté, elle a un prix. Donc c'est la transpiration que je suis en train de faire en ce moment pour aller chercher le levier capitalistique, le levier de contact, le levier de compétences pour aller vers ça. Et donc ça m'anime au long cours. Et donc parce que c'est ce que je veux être, parce que c'est ce que je veux avoir, je fais ce que je dois faire entre-temps pour m'y conduire. Et donc je suis à l'endroit où entreprendre c'est bien, où on se torche pas avec mes droits, où on se torche pas avec mes impôts, où je peux arriver librement à avoir ce fameux effet de levier, hein, parce que mine de rien, la France a le don pour compliquer ça, et je trouve que c'est pas si bien réparti que ce que ça nous est vendu. Quand tu voyages un peu, tu t'en rends compte, mais c'est encore une longue digression. Et donc je pense que cette hiérarchie des objectifs est intéressante, cette temporalité aussi. Et moi je mappe comme ça, et en gros jusqu'à cette réalisation-là, je dirais que les 5 à 7 prochaines années de ma vie sont très claires dans ma tête. Maintenant, j'ai premièrement priorisé. Ça veut dire qu'il y a des choses que j'ai fait volontairement avant parce que j'aurais pas le temps de les faire pendant quelques années de rush, je le sais. Il y a des relations que j'ai stoppées parce que je sais qui je suis et que j'ai une temporalité dans laquelle je ne peux pas donner l'attention, par exemple, qu'une femme pourrait vouloir et mériter d'ailleurs. Donc, plutôt que de faire souffrir tout le monde, là, j'ai une position qui est un peu plus radicale là-dessus et je suis déjà pas naturellement sur cette quête je ne l'ai jamais été, puisque j'écris un livre sur l'attraction, c'est le 4e, donc forcément j'ai une autre lecture de ça aussi, mais je ne vais pas chercher la constitution d'une famille, par exemple, aujourd'hui, parce que je ne vais pas y donner l'énergie que j'ai envie de donner, et le mari, futur mari ou le père que je voudrais être, c'est quelqu'un de présent, c'est quelqu'un qui est là, et en effet, alors il y a toujours ce truc de c'est quand le timing, etc. J'entends tout ça pour les gens, mais moi je me connais bien. Et donc je ne vais pas sur des terrains que j'ai déjà observés dans le passé être inconfortables pour moi ou pour les autres. Et quand ça ne fonctionne pas, écoute, je fais pas. Et ma métrique principale, c'est est-ce que je dors? Je dors comme un bébé. Moi je m'allonge, je dors, je me réveille le lendemain 7h30, 8h plus tard. Aucun trouble du sommeil, jamais. C'est jamais arrivé, il peut se passer n'importe quoi. Donc ça, c'est ma métrique principale. Est-ce que j'ai mes capacités physiques pour faire ce que je veux faire, le sport, etc., mais également sexuel, pourquoi pas. Et tant que tout ça est au clair, je suis épanoui, j'avance comme ça. Et je priorise en fonction de la pertinence de ce que je dois faire, pas de ce que je veux faire. Parce que si je suis ce que je veux faire, je vends les parts des sociétés, les trucs, j'arrête, et puis je rentre déjà dans cette phase d'après. Mais cette phase d'après, rêver de la vie de demain, elle nécessite un levier que je n'ai pas exactement encore aujourd'hui. Donc je fais ce que j'ai à faire pour m'y conduire, et je mange un petit peu ce pain noir. Alors, c'est quand même agréable, on a beaucoup de chance, hein. Je ne suis pas ouvrier dans une mine. Mais la réalité, c'est que je le fais et je le vis parce que je suis aspiré et motivé par cet objectif-là que j'ai découvert avec les années être très important pour moi parce que j'ai eu l'honnêteté intellectuelle justement de me dire par quoi tu es constitué, qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce que tu devrais faire même si tu n'avais pas un euro.
tu vois. Et c'est vraiment la meilleure Ok. façon de faire d'ailleurs, se dire qu'est-ce que je suis capable de faire si je suis pas payé. Et tu vois, moi, D'accord. là, en t'entendant parler, le biais que je verrais à tout ça, c'est, tu vois, quand on programme des objectifs, toujours, euh, est-ce que on peut arriver à une insatisfaction, en fait? Tu vois, d'être toujours d'objectif en objectif. Est-ce que du coup, à Alors, un moment, est-ce qu'on peut se perdre? Comment on peut être honnête face à ça? ouais. Ouais, complètement. On peut, surtout quand c'est des trucs capitalistiques, je pense, parce qu'il y a pas de fin à ça. Hmm. Moi, c'est, tu sais, des objectifs très clairs qui sont artistiques ou visuels ou culturels ou trucs. Donc, si tu veux, il y en a pas des millions. Et je n'ai pas mappé ma life après. Ça veut dire que c'est comme un espèce de target. Et après, se posera la question du ricochet et où est-ce que tout ça me conduira. Et du coup, j'ai pas envie de scénariser plus que ça, parce que ce que j'aime, c'est ce petit cachet de l'imprévu. Et c'est cette dualité qui est intéressante. Et j'ai digressé vite fait au début de notre échange sur le sujet, mais j'y reviens en une phrase. Dans ma vie personnelle, je ne scénarise rien, et ça étonne souvent les gens parce que moi, ce que j'aime, c'est l'imprévu. Tu vois, là, je vais à Atlantic City pour le combat de Manon en mars. Je reste une semaine de plus. Je vais monter à New York, voir un peu j'ai de la famille qui va me rejoindre de Montréal. Et puis après, je vais avec un ami qui est DJ sur Miami, que j'embrasse, Vincent. Et on va se faire un petit trip tous les deux. On va partir quelques jours. Et je lui ai dit, écoute, moi, les scénarios, c'est pas mon truc. Viens, on se retrouve dans cette ville-là et on décide sur le moment. On a des moyens qui font qu'on s'en fout que le billet d'avion est 2 fois plus cher. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. On a construit une vie dans laquelle tu peux faire ça aussi, peut-être, j'en sais rien. Il n'y a pas de PlayStation chez moi, il n'y a pas de télé ici. Enfin, tu vois, voilà, petite parenthèse. Encore une fois, il y a un prix à payer. Mais je dis pas que c'est facile pour tout le monde. En tout cas, il y a une manière d'y arriver. Et je ne mappe pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me permet de vivre la singularité du moment présent, de l'apprécier, d'apprécier sa saveur et d'apprécier l'étonnement de tous ces rebondissements qui ne sont pas prévus. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette dualité que j'ai mis du temps à avoir. Parce que moi, étant quelqu'un de très structuré, ça n'était pour le coup pas forcément ma nature en amont. Ça l'est devenu après. Mon amour pour le fait de ne pas scénariser mes relations amicales, mes relations de couple ou mes relations humaines tout court, en fait, je l'ai eu comme les voyages parce que cette logique de l'imprévu m'a toujours amené le petit coup de peps que j'adore. Et parce que je maîtrise mes bases, je peux être flexible sur le reste. C'est comme un skieur. Les fixations sont solides, je descends en champ de bosse, mes jambes elles font comme ça. Et c'est un Et peu du ce coup, que j'ai fait toujours. tes bases, du coup, alors, si tu pourrais, pour qu'on comprenne ces bases, c'est toujours pareil, bien se connaître, bien se comprendre, bien s'analyser, c'est ça, ou il y a Mmh. autre chose encore? On Ah est ça, toujours sur connaître ce ouais, connaître principe-là, hein, se vraiment. connaître au maximum. Ouais, ça va surtout les valeurs que tu as. C'est important, les valeurs et objectifs, la tension entre ce que je suis, il y a une logique un petit peu socle et vision, tu sais, un peu les deux. Ok. Et souvent, moi, quand je décris, on me demande comment ça se fait que je suis. Parce que nous, on est associé avec Chris, il a 12 ans de plus que moi, il va avoir 50 ans dans un an, et dans un an et précisément 20 jours. Et il se trouve que c'est une personne avec laquelle je m'entends extrêmement bien, qu'on a plein de choses en commun, et justement, des valeurs souches en commun, des objectifs en commun, et il se trouve qu'on a rajouté un véhicule en commun. Et après, toutes nos différences deviennent complémentaires. Mais ça, c'est la base. C'est difficile d'avoir de l'amitié avec quelqu'un avec qui tu partages pas les mêmes valeurs. Je crois même que c'est impossible. Difficile d'avoir une amitié réellement soutenue avec quelqu'un qui ne partage pas ta vision et les objectifs que tu as. Tu crées forcément un décalage, comme tu as avec les amis d'enfance. Tu dis, c'est marrant, avec le temps, on se décale un peu. Pourquoi tu fais tes podcasts et pourquoi tu fais tes vidéos Parce qu'en fait, en plus, les gens appliquent leur putain de filtre à ta vie. Ça, c'est un défaut systématique. Faut pas faire ça. Il faut se libérer de ça. Ça marche. Et Mais maintenant qu'on a... ouais, excuse-moi, vas-y, vas-y. j'ai vu que tu Vas-y. parlais de 4 pré-filtres pour se scanner. Est-ce que Ouais. tu pourrais les définir? Ce que je citais tout à l'heure, les valeurs profondes que tu as, Ok, tes objectifs, tes besoins primaires et tes priorités du moment. Tu matches tes actions avec ça. Simple. ok. Donc, Et après, on pour passe à Pierre, par l'action. exemple, Ouais. ouais, pour Pierre, par exemple, ce qui vient d'être papa, admettons, premièrement, ses valeurs, admettons que c'est la famille, le fait d'être présent, si j'apprends qu'il s'occupe un peu de sa maman, qu'il habite dans une ville en France où il est avec sa maman, etc., si on lui présente une opportunité professionnelle demain, de partir de là et d'aller à 2000 km, il fait pas. Pourquoi? Parce que trop profond, l'ancrage familial. Il y a des gens qui supportent pas. Et ça se respecte, hein. Et moi, je l'ai aussi, mais il n'a pas ni de limite géographique, ni logistique, ni temporelle. Je le vois autrement. Mais chacun voit midi à sa porte. Le deuxième point, c'est les objectifs. Donc, encore une fois, on ne va pas tous les lister, mais admettons que son but, c'est d'exploser le podcast avec vous et de créer dans sa ville une maison médicale. Bon, bah, il ne faut pas qu'il saisisse une opportunité d'une nouvelle passion sportive comme le golf qui va l'amener à faire des parcours, un, onéreux, et deux, dans toute l'Europe. Parce que ça demande un voyage. Donc ça va trop le désaxer. Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. 3, il a le truc de ses besoins primaires. Si jamais il dit qu'il habite sur la côte ouest et que sa passion c'est le surf
et qu'il en a besoin, c'est sa façon de méditer. On parlera après du côté prépa mental, etc. Mais il y a plusieurs manières un peu de s'ancrer. Et s'il dit que c'est important pour lui, ça fait partie de ça. La religion aussi, peu importe tes croyances, si tu as envie d'aller dans un endroit spécifique pour développer cette croyance et que dans la ville dans laquelle on te propose de voyager ou de déménager, tu n'en as pas, tu n'y vas pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ça va créer un gros problème. Et le dernier point, c'est tes priorités du moment. Bah, tu viens de devenir papa, par exemple. Bah, quand tu viens d'avoir un enfant, la priorité, c'est le bébé. Encore heureux. L'idée, c'est pas de dire attends, mais je l'ai oublié pendant 2 jours parce que j'étais sur mon Excel. Ça marche pas. Pas Yes. possible. Ben nickel, Donc, merci Et, d'avoir base fait tes ce actions résumé, avec ça. c'est parfait. mais du coup, juste après ça, du coup, tu prends des décisions et par l'action, et tu dis des actions simples qui te permettent d'avoir une position offensive. Est-ce que tu pourrais définir un petit peu tout ça? Ouais, bah, simple. C'est par rapport au fait de ne pas être défensif, c'est-à-dire il faut que tu sois à l'attaque pour aller vers l'objectif et pas en réaction. Exemple, je donne souvent des paraboles, mais ça permet aux gens de comprendre le propos, sinon ça peut être abstrait. Parce que ce qui est clair pour soi n'est pas forcément pour les autres. Donc on va énoncer clairement. Nous, on a des enjeux, par exemple, avec YAM, donc notre marque de nutrition, en ce moment sur des stocks. Les producteurs mettent du temps, tu vois, c'est un peu compliqué. Parfois, ils te disent ah bah là, il me faut 3 mois, la matière première, le truc. C'est chaud. Quand tu as de la croissance, tu dis mais merde, c'est compliqué. La position défensive, c'est d'être là et comment on fait, et tu comprends, et c'est compliqué, et machin, et de commencer à faire des meetings, on va dire en board meeting, ah bah du coup, le premier trimestre, ça va pas trop marcher, hein, parce que c'est compliqué. Ça, c'est une façon défensive d'être et d'agir. La façon offensive est la suivante. Voici l'équation multifactorielle qu'on me présente, et dedans, j'ai une problématique de stock. Mais est-ce sur tous les produits? Non, c'est sur certains. Très bien. Maintenant, il y en a un ou deux dont on sait qu'ils sont magiques, qui plaisent et qui sont vraiment utiles. Je vous parlais de la caféine tout à l'heure, ça fait partie des éléments, quand on est sportif, les plus intéressants, les plus essentiels, mais aussi les plus étudiés sur leurs effets. Et donc, selon ton degré de tolérance de la dite chose, nous, on inscrit une à diffusion lente sur 6 heures, c'est stylé. Par exemple, ce produit, en lui-même, peut être ce que moi j'appelle un $1 million product. Ça veut dire que si on n'avait que ça, on peut créer une boutique qui va s'adresser aux personas, donc à la cible de sportives et sportives, ou même des gens qui travaillent, ou des étudiants, ou des gens, en fait, de tout le monde, qui ont besoin du coup de boost, mais pas du crash qu'il y a derrière, et qui se disent, putain, c'est génial comme truc, je vais le tester. Bon, avec ça, on va se focus. Et qu'est-ce qu'on fait du coup? On crée une landing page dédiée, donc ce qu'on appelle une page de présentation ou de vente du produit, dans laquelle il y a de la pédagogie, dans laquelle il y a des contenus. Les budgets publicitaires alloués, j'ai dit à l'équipe marketing, les gars, vous allez mettre tant et on va augmenter la masse et la proportion sur ça parce qu'on n'a pas assez de stock de toute façon. Donc, allez pas me faire de pub sur un produit que je pourrais pas vendre parce que je l'ai pas en stock, et ainsi de suite. Et c'est ça la posture offensive. Les actions les plus proches de nous, c'était ça. C'est qu'est-ce que j'ai là tout de suite maintenant pour réagir demain et pour trouver la solution qui est importante en tant qu'entreprise. On a des employés, nous, il faut pouvoir les payer, tu vois, c'est important, et pour pouvoir continuer la croissance. Alors, je donne des digressions et des paraboles qui sont là pour étayer mon propos dans ce que je connais, mais par effet de transposition, que les gens qui sont ici à l'écoute ne croient pas que parce qu'on parle d'un truc qui les dépasse, comme par exemple la création de pages de lancement de produits en ligne, ils croient que c'est pas leur truc. C'est pas parce que on n'a pas le même jargon que tu peux pas comprendre la mécanique intellectuelle qu'il y a derrière. Et donc à la fin de la journée, je suis pas défensif en train de pleurnicher parce que j'ai un manque de stock, je suis offensif en train de trouver comment je peux vendre ce que j'ai. Tu vois la différence? Donc c'est ça la position. Très clair. Ouais, hyper intéressant. Après, tu parles aussi de responsabilité, ça on l'a vu un petit peu, d'action offensive, mais qu'est-ce que tu conseillerais déjà après avoir bien fait les objectifs, qu'est-ce que tu conseillerais pour se lancer? Et c'est quoi pour toi les piliers pour se lancer, passer à l'action? Qu'est-ce qu'il faut à part, est-ce qu'il faut une action concrète? Est-ce qu'il faut une planification de l'action? Qu'est-ce que tu conseillerais exactement? Alors ça, pas trop justement. Ça, Ok. c'est trop stressant. Là, il faut foncer. Il faut Ouais, Faut foncer. agir. pas bêtement. Parce que la particularité, c'est qu'un pilote de Formule 1, il fonce, mais il a deux paramètres. Il a la préparation, donc La il bonne se forme, il voiture. reconnaît le terrain, il sait piloter, donc il s'est formé. Et la deuxième, c'est quand même qu'il a une équipe et qu'il fait des arrêts au stand. Donc en fait, les gens qui foncent bêtement avec cette haute vélocité permanente, qui premièrement prennent pas le temps de se former pendant l'action ou en amont, et qui font pas d'arrêt au stand et qui s'entourent pas, ils se plantent. Ça marche une fois sur 10, puis après on va dire ah oui mais t'as vu ça marche. Oui, ça s'appelle une occurrence. C'est pas parce que ça a marché une Ok. fois que c'est une règle, donc attention. Donc oui, je pense qu'il faut mêler les deux, c'est pas du ou, c'est du et que c'est important sur certains sujets. On peut pas devenir, enfin vous et moi, on a fait des études médicales, on peut pas soigner les gens sans comprendre ce qui se passe. Je veux dire, si tu sais pas ce qu'il y a sous les mains quand tu as la pulpe de tes doigts sur un occiput, par exemple, c'est compliqué. Parce qu'il y a tout un tas d'éléments nerveux, musculaires, liés au mouvement des yeux, liés mais il y a plein de choses qui sortent, des nerfs vagues et compagnie. Enfin, tu peux faire plein de dingueries sans le savoir. Et a fortiori, si tu es par exemple sur l'occiput d'un bébé.
Tu vois, c'est important de savoir à peu près qu'est-ce qui se passe dans les tissus mous. Et d'ailleurs, quelle est l'évolution avec les années de comment ça se renforce, parce que la pression n'est pas la même. C'est des détails. Mais ça demande une formation en amont. Donc, c'est formation mêlée à la pratique. Mais il y a toujours beaucoup de théorie avant. Mais c'est pas vrai pour tout. Il y a plein de domaines dans lesquels tu dis oui, j'aimerais courir parce que je suis inspiré par ton Instagram, etc. Bah, vas-y, prends les chaussures que tu as, cours, et quand tu peux plus, tu t'arrêtes et tu reviens en marchant. Oui, mais je me suis fait des cloques. Chouette, tu as compris qu'il fallait des chaussures de qualité. Et bah, tu prends 3 jours de repos, tu te mets des. Tu sais, les trucs là, qui sont géniaux maintenant. Là. J'ai pas leur nom, mais Et voilà, les Ouais, peut-être compounds. on aussi, voit les Voilà. complexes. peut-être. Voilà. Et après, Peut-être tu peux aux gens courir. aussi peut-être aux gens aussi qui veulent peut-être se mettre au sport, essayer peut-être déjà de se renseigner un petit peu, de commencer à regarder des vidéos sur peut-être comment faire les bons mouvements, comment les exécuter. Je sais que Pas certains faux. n'ont pas les moyens d'avoir un coach, mais peut-être que Mm. ça peut être intéressant aussi de comprendre les piliers un petit peu, par exemple sur la course à pied, comment faire pour s'entraîner au début, un programme très simple, commencer comme tu dis avec de la marche, de la course. Voilà, donc Mm. toi ce que tu proposes, c'est intelligent, c'est d'abord de se former un petit peu et après Mm. de passer à l'action. De quand même Tout de avoir une suite. base avant quand même de partir à l'action Bah, de suite, non? ouais, surtout sur les sports. Alors surtout, tu fais bien de le dire, mais encore une fois, tout est contextuel. Si c'est juste pour Ouais, bien marcher ou sûr. courir un peu, c'est pas sorcier. Puis tu vas apprendre en faisant. Puis quand tu auras mal au genou parce que tu as couru bêtement sur du bitume avec des Nike qu'il fallait pas, bah tu vas changer. Tu vas acheter des Mizuno de qualité ou j'en sais rien, quelle marque vous Mmh. voulez. Mais le point, il est que il faut faire attention. Tu as un sport comme le CrossFit par exemple. De ma lecture d'ostéopathe, je suis pas fan parce que 90% des gens que je vois le faire le font mal. Et c'est dangereux, ils font n'importe quoi, mais c'est un sport qui est très intéressant. Je comprends le challenge, etc. Bah là, je te dis, prends un coach, fais pas n'importe quoi, prends ton temps. Parce qu'en fait, tu vas te flinguer, c'est complètement con. Mais il y a des exceptions comme celle-ci où il faut une part de théorie avant. Et en effet, maintenant, il y a les réseaux sociaux. YouTube, il y a des trucs gratuits partout, il y a des freemiums partout. Puis que les gens arrêtent d'être paniqués. Ah, mon Dieu, ils veulent me vendre leur formation. Bah oui, évidemment. Je veux dire, tu as le coach, il est là, il a 1 million de followers, il te vend son truc. Bah, tu vas déjà apprendre plein de trucs. Lis-le, le e-book. Et puis tu verras que naturellement, tu as peut-être envie de te former. Et cette aversion à se former hors cadre classique et institutionnel qu'on a en France me dépasse. Et je dis pas ça parce qu'on a un des organismes de formation les plus connus de France, notamment dans l'IMO, mais je dis ça parce que j'ai observé beaucoup de gens qui stagnent à cause de ça. Donc oui, il faut aussi se former et je pense que c'est du et. La phrase qu'il faut retenir, c'est ça. On fait du et, pas du ou. C'est pas où je me forme, où je passe à l'action. C'est et je me forme et pendant ce temps-là, j'agis. Tu es en train de te OK. former à un sport comme la course à pied, bah, tu as vu un truc, ça te donne envie d'aller courir tout de suite, même si c'est que 100 mètres. Tu vois, tu veux Va tester une fois. courir. Moi, je fais des handstands et de la gymnastique, par exemple. Bah tiens, intéressant, qu'est-ce que j'ai fait pour apprendre il y a 3 ans? Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement, je me suis en effet regardé quelques vidéos, j'ai commencé à taper comment faire un handstand et tout, et j'ai fait comme tout le monde, j'ai essayé à la maison tout de suite. Et j'ai fait n'importe quoi. J'avais mal au poignet, j'ai dit putain, mais c'est Ouais, trop. Donc ouais. j'ai commencé, je faisais 95 kilos. À la minute où je vous parle, j'en fais 80. Donc OK. vous captez la différence. Mmh. Je fais 1,70 m, donc tu te doutes bien qu'il y avait un certain poids sur les mains. Ensuite de ça, je me suis dit, bon, maintenant, il me faut un coach. Parce qu'il faut que je fasse ça bien. On va revenir OK. là-dessus après. Bah, j'ai envoyé une story Insta, les gars, c'est quoi le meilleur coach de gym dans le coin? Et on m'a filé mon pote Antoine, qui est là, qui était au JO l'an dernier, bah, il y a 2 ans, qui est une machine de guerre, qui est bon. Et il m'a coaché et j'ai fait des handstands 6 jours sur 7 pendant 3 ans, tu vois. Mais ça a Top. été itératif. Puis en cours de route, j'ai même acheté une formation en ligne, malgré le fait que je l'avais lu en coach, tu vois, par exemple. OK. Ouais, super. Et par contre, une fois qu'on se lance, est-ce que tu aurais un conseil pour justement rester dans l'action, pour, tu vois, maintenir la motivation et essayer justement de perdurer et d'être régulier dans le temps? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens justement? Est-ce qu'il y a un petit Tu, tips tu parles de pour ça? motivation et de discipline qui sont deux notions qui se complètent en fait, hein, qui te permettent d'aller jusqu'à l'objectif. C'est ça. La motivation, c'est le coup du début, là. C'est le petit coup de peps. Et la discipline, c'est ce qui fait que tu continues de faire les choses que tu as dit que tu allais faire longtemps après que l'enthousiasme du moment soit passé. Parce que, évidemment, c'est OK. facile sur le moment. Tout le monde, le 31 décembre, a envie de faire des trucs de fou, tu vois. Mais il faut avoir un peu la rage. Et je pense qu'on n'a juste pas assez la rage. Les gens sont confortables, c'est tout. C'est comme quand on dit, ah, je peux pas prendre un coach. Oui, enfin, tu as des éléments électroniques et technologiques chez toi qui valent le triple du prix de ce que j'ai moi. Et quand moi, c'est marrant, c'est nous les entrepreneurs qui faisons des millions. Et moi, je suis habillé en Zara et eux, ils sont habillés en Gucci, mais ils n'ont pas de sous pour avoir un coach, tu vois. Donc, je suis très, très incisif sur les sujets où on me dit qu'on peut pas libérer 100 euros par mois, par-ci, par-là, pour se faire coacher, ou 300 ou 500, ça dépend du niveau d'accompagnement. Je suis un peu cru, parce que quand il s'agit d'aller en Ouais. boîte de nuit pour dépenser bêtement, bah, tu le fais. Et pour s'impressionner la galerie, tu le fais aussi. Et pour faire des leasings sur des bagnoles que tu n'as pas les moyens de te payer, bah, tu le fais aussi. Moi, je n'ai pas de voiture. Écoute bien, j'habite quand même entre les Émirats et donc Dubaï et Nice. Je suis ici dans une ville
ou avoir une Lamborghini, c'est normal, hein. Tu vois, il n'y a pas de problème, le pétrole vaut rien, les assurances vaut rien. Enfin, je veux dire, c'est drastique à quel point c'est moins cher. En plus, il n'y a pas de taxe sur les trucs. Enfin, je te laisse imaginer, entre l'achat de la voiture et le fait de la faire rouler, c'est vrai que ça te coûte plus de la moitié moins, je pense même encore plus que par rapport à la France. Bah, j'ai pas de voiture et ça fait depuis 3 ans maintenant que je suis installé ici et je me déplace en taxi ou à pied, simplement. Ouais, Pourquoi? Parce c'est que vrai que bah, c'est c'est pas le intéressant ce timing. que tu dis, c'est aussi de savoir un peu prioriser son budget et Mmh, dépenser son argent ouais, intelligemment en fonction de ses priorités. et Et c'est c'est pour ça vrai qu'il que faut ça pas abuser du timing. malheureusement, et ça, moi ça je viens aussi, ça en vient à un autre débat aussi qui est intéressant, c'est le regard des autres aussi par rapport à ses objectifs. C'est, comment Mmh. on fait aussi pour s'entourer des bonnes personnes autour de soi? Qui écouter aussi, ça c'est important, tu en parles pas mal de choisir les bonnes personnes. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller par rapport à ça? Autre sujet, mais c'est délicat parce qu'on a toujours ce truc de tu peux pas couper ta famille et tu peux pas abandonner tes amis comme ça. Donc je pense simplement que ça se fait pas à pas aussi. Naturellement, tu vas attirer des personnes à toi, tu vas en rencontrer une deuxième. Après, il faut se bouger, hein. Quand j'en ai «Ah, comment je fais pour rencontrer?» Bah, est-ce que tu es allé à des événements sur la thématique que tu veux adresser? Il y en a plein, n'importe où. «Oui, bah, moi j'habite pas dans une grande ville». Bah, vas-y dans la grande ville. Tu prends 2 jours, tu prends, un petit bus, un truc, enfin, encore une fois, faut sortir Faut de y son aller. carcan et puis tu peux devenir une part active de communauté en 20 secondes, on est sur les réseaux sociaux. Moi, quand les gens me disent: «Ah, j'arrive pas à rencontrer du monde», c'est une blague. Tu vas sur Twitch, tu vas sur truc, tu passes une semaine, en 2-2, tu trouves les comptes essentiels sur la thématique, tu commentes. En commentant, tu parles à des gens, il y en a qui te répondent, tu dis: «Attends, je t'envoie un MP». Ça y est, tu as fait des contacts. C'est juste qu'en Mais fait, on est dans ce truc de l'attente mais tu vois, Ce de qui ce qui va ce venir qui peut être, d'extérieur. tu vois, ce qui peut être difficile, moi, j'en parle à titre personnel. Tu vois, je me suis lancé dans un projet avec un ami à moi de faire un ultra trail, au mois de juin Ah ouais, tu et je chaud, t'avoue quoi. que d'avoir le regard un peu négatif des fois de ses proches, tu vois? Par exemple, moi, ma mère, elle s'inquiète pour moi, elle me dit: «Mais non, tu vas mourir, arrête, toi, tu fais trop», tu vois? C'est dur de se dire qui on peut écouter réellement en fonction de ce Mmh. qu'on est, ce qu'on a envie. Des fois, t'as pas envie de décevoir les gens, tu veux te lancer, mais des fois, on te dit: «Mais non, fais pas ça, regarde, ça te sert à rien de faire ça». Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens, en fait? Est-ce qu'il y a une légitimité de personne qu'il faut écouter? Tu vois, Mmh. moi, ma mère, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour moi et du coup, bon, je l'écoute pas parce que je connais mon sport, je connais mon corps et voilà, je sais que je suis capable de le faire. J'espère, au pire, j'abandonnerai, c'est pas grave. Mais des gens, tu vois, qui sont un peu dans cette Mmh. situation-là où il y a un peu 2 contrastes par rapport aux gens qu'est-ce que tu leur conseillerais? Ouais, alors la 1re chose déjà, oui, écouter les personnes légitimes. C'est très dur à faire, hein, parce que, bah, la famille, le truc, on accorde une légitimité, on sait pas pourquoi et on revient à la question de Vincent tout à l'heure, tu sais, sur la mécanique comme un prérequis un peu activable, de mécanique de réflexion. L'un d'entre eux, c'est ça, c'est de scanner la légitimité des gens qui te parlent et ça, on le fait pas assez. Par exemple, les gens te disent: «Oh, mon médecin, c'est le meilleur». Attends, calme-toi déjà. Tu as aucune des données, parce que ça prend 10 ans déjà. Donc tu as aucune des données scientifiques pour la compréhension de est-ce qu'il est bon ou pas? Tu en sais rien. Tu sais pas ce que ça veut dire une anamnèse, tu sais pas ce que tu aucune il te parle de cycle de Krebs, de phosphorylation oxydative, tu sais pas ce que c'est. Donc tranquille, t'as pas la data pour juger s'il est bon ou pas déjà. Oui, mais il est gentil, c'est autre chose ça. Oui, mais il a soigné ma famille toute la vie, c'est bien. En effet, là, on a une piste, la preuve sociale. On commence à avoir un point d'intérêt, mais c'est pas le seul. Parce que moi, je connais des gens sur Internet qui sont assez bons pour te mettre 300 commentaires quand c'est faux. Donc, attention aussi à ça. Le deuxième point, c'est de se dire, finalement, est-ce que j'ai vu comparativement plusieurs thérapeutes pour dire à minima que j'ai une base de données pour juger que lui, il est bon? Parce que je dis qu'il est bon, j'en ai vu qu'un dans ma vie. Et en plus, j'ai pas le lexique ni le vocabulaire pour comprendre ce qu'il raconte. Même moi, je dis quand même que c'est le meilleur sur Terre. C'est marrant, non? T'en as même pas vu 10. Et tu comprends même pas son jargon. Un peu d'humilité. Dire, il me semble bon. Et pour autant que je puisse le voir, la seule donnée à laquelle je peux me rattacher, c'est comment il m'a traité dans la vie et comment il a traité mes proches et ses passions dans la petite ville. J'observe qu'il est relativement bon puisque en parlant bien et qu'il a sauvé quelques vies. Super. Il a déjà une bonne métrique. Mais tu vois, ça, c'est un prérequis. Scanner. Et on le fait Ouais, pas. Et surtout, scanner ses proches. Le deuxième, et vraiment, je pense que c'est une mise en perspective importante, c'est quand ça se produit, et tu peux le tenter avec ta mère, tu vois, ça marche bien de temps en temps. OK. C'est dire, écoute, est-ce que je peux te poser une question? Prends à ton grave un peu comme ça. Alors j'espère que tu peux communiquer avec, mais ça a l'air d'être le cas si elle Ouais, te fait elle un va mode elle comme va ça. là, elle va t'écouter dans pas longtemps quand ça sera publié, t'inquiète pas, elle t'écoute là, c'est sûr, hein. C'est vrai? Ok. Ah oui, c'est sûr, elle Bonjour. écoutera le podcast, c'est sûr. Ok, super. C'est génial. Moi, j'ai fait comme ça avec ma mère. Alors déjà, premier truc, prisme de lecture, empathie. Qu'est-ce que ta mère OK. veut dire lorsqu'elle te parle de ça et qu'elle te pose ces questions? Un, elle veut dire je t'aime mon fils.
2, elle veut Ouais, dire bien je te sûr. protège. 3, elle veut dire je veux ton bien. Enfin, il y a que de la bienveillance là-dedans, avec de l'amour, tu vois. Donc déjà, c'est intéressant dans ta position, avant de parler de la sienne, dans ta position de se dire, en fait, c'est bienveillant. Le move est maladroit, mais l'intention derrière l'acte est très bien motivée. L'intention derrière l'acte est saine, l'intention derrière l'acte est bienveillante. Donc déjà, c'est de la bienveillance, c'est de l'amour qui légitime et qui motive cette façon de réagir face à toi. Donc c'est intéressant de ton point de vue. Maintenant, du sien, et c'est comme ça que moi je débunk. Je lui demanderais, puis si elle nous écoute, c'est Mm. est-ce que tu m'aimes? Il n'y a aucune maman au monde qui va dire non, non. Ouais. T'imagines, tu dis à ta mère, est-ce que tu m'aimes? Elle te dit, oh, je sais pas, Ouais. ça dépend, tu Ouais, vois. pas trop. Elle va te répondre oui, je t'aime. Ok, super. Deuxième question, est-ce que tu veux être heureuse, toi? Elle va dire, bah oui, il n'y a personne qui te répond non, tu vois. Ok, est-ce que tu veux que moi je sois heureux? Elle va dire, oui, oui, super, ok. Et c'est parfait. Du coup, encourage-moi si tu m'aimes. C'est impardonnable si tu me donnes pas les encouragements pour un truc que je crois être important. Parce que ce que tu fais là, maman, comme erreur, c'est appliquer tes filtres à ma vie. C'est Ok. humain, tout le monde fait ça. Mais fais l'exercice inverse de dire, je t'ai pas demandé si toi tu voulais faire un ultra trail, je t'ai dit que moi j'allais le faire. Et que tu me dises, mets-toi dans de bonnes dispositions, mon fils. Que tu me dises, fais attention à ta nutrition, entraîne-toi et repose-toi correctement, parce qu'au préalable, ça te passionne tellement mon bien-être que tu t'es renseigné. Mais pas renseigné avec 2 blogs et puis 3 pignoufs sur Internet. Non, un vrai processus. Donc on prend une pluralité d'infos et on recoupe. Il faut apprendre aussi à chercher les datas. Parce que si c'est le premier qui parle qui a raison, bah, tu as un gourou qui te cause et tu deviens un peu imbécile. Puis si c'est le dernier qui parle qui a toujours raison, dans ce cas, tu es un naïf chronique. Et puis en fait, tu n'as jamais de position. Donc important de rassembler des données sur une notion et de faire une espèce de moyenne. Et là, d'avoir une démarche bienveillante qui est de dire, j'ai à peu près compris qu'il y a des prérequis comme l'entraînement, la nutrition, la santé et notamment en toile de fond le sommeil et la récupération. Mon fils fait attention à toi, mais je crois en toi. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'elle change le mood. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu le fasses mieux? Moi, je veux pas que tu le fasses mal. Est-ce qu'en tant que mère, il y a un truc que je peux faire? Alors là, tu n'es pas dans cette situation, mais imaginons que tu aies 18 ans et que tu sois dépendant financièrement d'elle. Bah, tu pourrais peut-être avoir besoin d'un coup de pouce pour avoir les baskets un peu plus sympas qui t'évitent de te faire Mm. mal tout le temps. Ou peut-être que tu as besoin d'un sac qui, avec l'eau, le truc, et puis tel le sac qui va stocker 1 kilo de plus dedans. Là, j'ai offert ça à un de Ouais, mes ouais, amis bien pour sûr. son anniversaire. J'ai un ami qui fait ça aussi, il adore. Il fait des ultra trails Ok. tout le temps. Et en fait, elle peut te donner un effort logistique. Et du coup, elle devient complice de ce changement et elle ne le subit pas. Et je conclue là-dessus. Vos proches et nos proches, quand on les a autour de nous, quand ils nous voient évoluer vers quelque chose ou prendre une décision, filtre avec leur prisme de lecture, donc applique leur filtre à notre vie. Donc en fait, ils propulsent leur mal-être, leur inquiétude sur nous. C'est tout à fait logique, c'est un réflexe naturel. Donc il faut les aider à avoir la mécanique de réflexion de dire c'est pas toi qui vas faire l'ultra trail, c'est moi. Et tu m'aimes et tu me veux heureux, donc soutiens-moi. C'est impardonnable que tu dises que c'est pas fait pour moi. Je vois pas pourquoi tu le ferais d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ça ne te coûte pas. Et c'est aussi un point important, notamment pour tous les jeunes qui écoutent. Attention quand vous faites subir vos décisions à votre entourage et que ça leur coûte temporellement, émotionnellement ou financièrement. Là, c'est autre chose. Ça leur donne du levier pour vous parler. Je m'explique. Si à cause de ça, t'es marié et t'es absent tous les week-ends pendant un an et que ta femme te voit pas, ça se négocie respectueusement avant, hein. Parce que si tu lui fais subir sans lui demander et sans lui donner le droit de parole, alors moi je me demande pourquoi tu t'es mis en couple, qui est censé être une entité conforme à deux et qui devient un nouveau tout. Donc ce truc est important quand même, d'essayer d'avoir l'empathie des deux côtés, de se dire on a une phase de préparation et tant que ça ne coûte rien à mes proches, tant que ça ne coûte rien à mon entourage, ni logistiquement, ni émotionnellement, ni temporellement, ni financièrement, alors encouragez-moi si vous m'aimez. Parce que votre but, c'est que je sois heureux. Et tu crois qu'on m'a dit quoi, moi? Les amis de ma famille, d'ailleurs, hein, aux 70 ans de ma mère, il y a une amie de la famille qui me l'a rappelé et qui m'a dit qu'elle était fière de ce que je devenais, etc. Ça m'a fait plaisir. Parce qu'à l'époque, quand j'ai dit que j'allais devenir ostéopathe bénévole, après avoir payé tout seul mes études, j'ai fait un crédit pendant le début de mes études et j'ai eu 3 jobs pour payer ça. J'allais chez Ikea le matin, 5 heures par jour. Après, j'allais en cours. Après, le soir, dans un bar et le week-end, dans un restaurant. C'était horrible. Mais la vérité, c'est que quand j'ai décidé d'être bénévole, tout le monde a cru que je pétais un plomb. Mais Dompé, depuis que tu as 5 ans, tu veux faire ça. Mais ça paye bien. Mais pourquoi tu fais pas? Et je leur disais, mon but, c'est d'être heureux. C'est pas juste de vous faire plaisir. Mon but, c'est de me sentir bien. Et dans un cabinet, je me sens étriqué. Donc, c'est pas bon. Puis en plus, j'avais un autre problème, c'est 80% des patients qui venaient, je leur soignais plus la tête que le dos. Puis c'est bon, à un moment Mm. donné, mes compétences s'arrêtent là. Parce qu'ils ont une responsabilité énorme à pourquoi ils nourrissent mal leur corps et leur esprit, et pourquoi ils mobilisent mal les deux, et donc à pourquoi ils arrivent dans mon cabinet. Donc moi, ça me saoulait au bout d'un moment. C'est comme la même raison pour laquelle j'ai un peu arrêté YouTube à l'époque. Parce que j'ai dit, je fais des vidéos, c'est bon, j'en ai fait 10, j'ai fait le tour de ce que je veux raconter. Putain, je m'écoute parler à la fin. C'est bon, je répète toujours pareil. Et le seul truc qui m'y fera revenir, c'est que, et comme ça on reprend la digression du début, c'est qu'il y a des gens nouveaux qui t'écoutent tout le temps. Et qu'en fait, même si toi, tu as l'impression de te répéter, il y a juste une personne qui va écouter ce contenu et qui va dire putain, tu viens de révolutionner tu viens de me faire tilter en fait. Tu sais, comme
comme un flipper. Ouais, bien Et sûr. ça compte assez pour dire qu'il faut reprendre et qu'il ne faut pas laisser que des individus pour qui j'ai parfois peu d'estime s'exprimer et dire des trucs que je trouve pas très simples. Voilà, donc digression terminée, Je sais mais pas. c'est important sur le truc du regard de l'autre. Les gens te veulent heureux et t'aiment, il faut juste leur rappeler. Et donc, ça sert à rien d'être dans cette friction de non, ça va rien te coûter à toi, ça va m'apporter à moi. Faisons-le ensemble. Ouais, Et rends-les réussir un petit peu à faire Mm. adhérer tout le monde au projet. Ouais. Ouais, Vincent? Et nous, on expérimente du coup un travail de groupe, tu vois, avec ce podcast. Et donc, du coup, ça résonne pas mal tout ce que tu dis. Et en fait, la communication, c'est une des seules clés qu'on ait à disposition. Mais quels seraient tes conseils sur la communication envers l'autre, en sachant qu'on est tous différents, tous singuliers? Mm. Voilà. Entre vous, les associés, hein, pour que je comprenne, pour le Ouais. podcast. Et globalement. Ouais, Et je prends Ouais, ouais, de globalement, façon ouais. globale aussi, Globalement, oui, ouais. bien sûr, ouais. Je pense que, alors ça c'est un truc pour que j'ai beaucoup fait, parce que travailler avec des gens, c'est le truc que j'ai le plus fait sur Terre, donc ça va. Ok. Et s'associer, et trucs, et j'ai fait toutes les erreurs que tu peux imaginer. Alors il y en a encore d'autres que je vais faire, je le sens venir, gros comme une maison. Parce que moi je suis un mec tu sais, je suis un peu à l'ancienne, moi, la parole donnée, le truc, donc un peu moins avec le temps, mais un type qui me serre la main, pour moi c'est encore de l'importance, tu vois. Bon, je me méfie de plus en plus maintenant, mais bref. Cela étant dit, je pense que la base c'est, a-t-on des valeurs communes et des objectifs communs? Je reviens au pilier. Puis t'as vu du coup, Flying Wheel, on revient toujours au même Ouais. truc. La roue elle tourne. Donc déjà, si la réponse est oui, c'est pas mal. On va dans le même sens. Parce que c'est pas pareil si quelqu'un te dit qu'il est prêt à mentir et tu sais qu'il ment. Et toi, c'est une aversion profonde. Ça marche pas, ça. Et moi, par exemple, il y a des gens avec qui je me suis pas associé. Ma méthode est venue de l'époque où je me suis décidé à financer le start-upper dont je vous ai parlé, qui a créé le premier comparateur de prix dans les équipements sportifs, qui s'appelait la Centrale du Sport. Aujourd'hui, c'est deux filiales, la Grinta et Axe for Sport. Et quand j'ai financé, j'ai vendu ma Mustang à l'époque en 2012. Et j'ai investi 50 000 € dans la boîte. Mais moi, c'est quasiment tout ce que j'avais. C'est-à-dire que j'ai mis tapis comme un imbécile. Aucune notion de prorata, proportion, totalement débile de faire ça. Il ne faut pas faire un truc pareil. Mais encore une fois, il n'y a pas d'il faut pas. Ça fait partie de mon passé, ça m'a structuré. Donc ce que j'ai fait, c'est aller dans cette direction-là. Et donc, investir avec ce jeune-là. Et j'ai fait un test avec lui. Et après, je les ai reproduits. C'est de l'emmener en soirée. Et je l'ai fait consciemment. Alors, je sais plus si ce test, je l'ai fait parce que tu sais, dans la vie, tu te rappelles pas non plus de tout. Est-ce que je l'ai fait parce qu'un jour, j'ai entendu un Américain dire qu'il fallait faire ce genre de truc, ou est-ce que je l'ai Ouais. fait naturellement? C'est dans mon subconscient. L'impression que j'ai, c'est que j'ai fait ce test spontanément, mais peut-être qu'il me vient d'une influence. Peu importe au final. Ce qui compte, c'est de l'avoir fait. Oui, c'est Et pas j'ai très regardé important. comment il se comportait. Pourquoi j'ai regardé ça? Parce que quelqu'un qui dit à sa femme, je t'aime le soir, et le lendemain, avec moi en boîte de nuit, il va la tromper. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire à moi? Et Ah oui, donc, c'est ça, c'est un scanner pour moi. Je scanne les gens comme ça. ok. Donc déjà, vérifiez véritablement qu'il n'y a pas des valeurs souches à vous que certains de vos associés ont en opposition. Ça ne marchera pas à long terme. Premier point. Le deuxième, une fois qu'on a ces bases, c'est converser sur les objectifs qu'on a. C'est-à-dire, on a les mêmes valeurs et on semble avoir des objectifs communs, mais clarifions-les un peu. Par exemple, pécunier, l'investissement temporel, et les conversations sur qui va mettre des sous et qui va pas en mettre. Les conversations sur, je sais pas moi, est-ce que ça va me prendre plus de temps que toi et toi tu sembles faire moins d'efforts? Si quelqu'un veut nous racheter, est-ce qu'on vend? Et si oui, à combien? Et dans quelle temporalité? Tu vois ces sujets-là? En fait, de donner tous les scénarios possibles et de se dire: «J'avance dans la direction de quelque chose qui me semble assez sain et stable» et qui est la création des bases nécessaires à un projet commun. Après dans son opération, il faut de la clarté sur le qui fait quoi. Alors ma méthode à moi, quand je m'associe, surtout quand on est au début et c'est un peu croustillant ces débuts, donc vous pouvez le faire, c'est de prendre ce que j'appelle, de faire un atelier post-it. Vous prenez des post-it sur lesquels vous notez les thématiques les plus importantes quand on entreprend quelque chose. Alors vous ici, c'est un podcast, donc il y a la création de contenu, donc il faut s'exprimer, il faut organiser, il y a la technique slash technologie, parce que les logiciels, les extractions, les machins, la post-production, les montages, les vidéos, les shorts, les réels, on vit dans ce monde-là maintenant. Après, il y a la comptabilité, est-ce qu'on a une association, est-ce qu'on crée une société, est-ce qu'on a un produit financier derrière ou pas, avec des velléités commerciales, et ça n'est pas malsain. Je pense même que faire des contenus en ligne, si c'est pas pour un but derrière de valoriser quelque chose, c'est particulier. Je fais toujours un peu attention d'ailleurs quand c'est le cas. Il y a la pédagogie, c'est bien, mais c'est aussi bien derrière qu'il y a un rebond économique et c'est pas malsain du tout. Ça vous donne les ambitions, les moyens de vos ambitions plutôt, et de vous dire tiens, qui c'est le meilleur pour parler, qui c'est le meilleur pour gérer la compta, qui c'est le meilleur pour gérer la technique. Et en fait, vous faites cet exercice chacun et vous notez le nom de votre champion sur la thématique. Se forcer à dire, même si je crois que je suis bon dans un domaine,
se forcer à dire j'ai conscience qu'il est meilleur et dire s'il y avait un champion, vous avez l'image dans 3 quand vous avez oui, Achille qui court sur le mec chauve là, c'est Brad Pitt et il court comme ça et il lui jette sa lance dans J'ai pas la l'épaule. ref. Voilà, bon bah t'es dans J'ai le pas film. la ref, mais je l'imagine. Voilà. C'est un film magnifique. En fait, c'était deux peuples qui luttent les uns contre les autres et tu as le plus grand champion qui est sélectionné pour aller se battre contre l'autre. C'est ça, c'est la Ok. règle du grand champion. C'est qui le meilleur dans ce domaine? Par exemple, nous, on a raisonné de façon assez logique. S'il y a un média qui appelle quelqu'un, c'est moi qui vais. Parce que capacité oratoire, parce que c'est objectif. On sait qui est qui. Si il faut corriger un email, c'est pas moi, parce que je suis trop perfectionniste, ça devient un défaut. S'il Ok. faut faire de l'IT et de la techno, je manage pas. On est entouré très bien. Moi, je suis associé notamment avec des gens formidables et Yann autour de moi, par exemple, qui est une machine de guerre sur la partie site web et dans la compréhension de tout ça, c'est lui qui gère. Et quand il dit on va changer un truc design, je me prends même pas la tête. Je lui dis tu sais quoi, pas de problème. Et en fait, je lâche prise totalement. C'est la confiance aveugle. Parce que, alors, avec du double check, mais la confiance est importante dans le partenariat parce que sinon ça fonctionne pas et malheureusement tu vas dans le mur. Et tu vois, c'est ce genre de petites conversations qu'il faut avoir. Et tu nommes où est-ce que tu es bon, où est-ce que t'es pas bon. Et moi, il y a plein d'endroits dans lesquels je sais que c'est pas là où je vais me positionner le mieux. Donc du coup, soit tu le délègues, soit tu laisses faire à quelqu'un d'autre. Et savoir quel champion à quel moment, ça évite d'avoir des espèces de désirs profonds qui sont inavoués et qui sont attendus parce que non expliqués, qui sont une source de frustration. Exemple très simple chez vous. Admettons qu'il y en ait un qui l'avoue pas, mais qui aimerait être plus en avant et que cette personne ne l'est pas assez, bah, elle va être frustrée. Parce qu'elle dit, moi, on me cantonne à la technique, alors que son rêve, c'est peut-être d'être mise en avant dans des vidéos ou des contenus. Peut-être que vous allez faire un événement et que cette personne, elle aimerait bien faire le speaker, mais elle ne le dit pas. C'est un problème parce qu'elle n'a pas partagé son objectif. Ou si elle le dit que vous décidez que c'est pas elle parce qu'on n'en a qu'un à faire parler et on va mettre le meilleur parce qu'il faut qu'on performe, c'est une décision intelligente. Et du coup, elle est prise en conscience parce que ça sert l'objectif. Vous voyez? Donc, ces Ouais, bien bases sont sûr. essentielles. Et donc, la conversation préalable, elle est cool aussi. Et de se dire qu'est-ce qu'on veut avec ça? Et surtout faire attention à ce que j'appelle le pouvoir du leadership. Parce que je l'ai vécu et je l'ai fait cette erreur, étant moi une locomotive depuis toujours. Quand j'avais 12 ans, la mère d'un de mes meilleurs amis m'appelait le meneur, donc ça date de longtemps, j'ai toujours été comme ça, pour des raisons familiales aussi, hein. On m'a donné en responsabilité très tôt. Donc la réalité, c'est que j'ai fait l'erreur avec le temps d'avoir un tel leadership sur les équipes, par exemple les collaborateurs, qu'on m'écoutait assez religieusement, sans trop challenger. Et puis je découvrais 6 à 12 mois après que premièrement, ces cons, ils avaient des bonnes idées, mais qu'ils n'avaient pas osé les exprimer, ou que deuxièmement, il y avait des profondeurs de choses sur ce qu'on était en train de faire qui leur convenait pas et qu'ils ne l'ont jamais exprimé. Et ils ont fait comme tout être humain un peu stupide. C'est pour ça que beaucoup de relations de couple périclitent d'ailleurs. C'est l'effet champagne. C'est garder, garder, garder et pan, d'un seul coup, on fait ressortir la problématique sans en avoir parlé en flux tendu, ce qui est une bêtise monumentale. Et donc j'invite les gens à parler de façon un peu plus rapide, en flux tendu des choses, librement, et faites-le dans un moment sympa. Buvez un verre tranquille, un truc chill, pas forcément trop lourd, dans lequel vous vous dites, allez, c'est quoi mon équation de vie, à quoi je peux m'engager et quelles sont mes limites. Du coup, tu conseillerais d'être plutôt très franc, très transparent, ou est-ce que tu conseillerais plutôt de mettre un peu de l'eau dans ton vin, essayer de faire en sorte de, je vais dire un petit peu, voilà, calmer les choses de façon à pas créer de tension et pas vouloir trop imposer peut-être tes idées que tu peux avoir toi Les personnellement, deux. tu vois? Les deux, Les parce qu'il deux. faut il faut un peu de leadership dans la vie, hein. Mais il y en a toujours un qui va sortir du lot sur certaines thématiques, c'est comme ça. C'est normal, Ok. c'est naturel. Mais il faut les deux. Partager les bases pour éviter d'offenser quelqu'un et après mettre de l'eau dans son vin parce qu'il faut pas être dans le caprice. Et la manière de répondre à ta question, c'est savoir est-ce que je fais un caprice ou est-ce que je réponds à un de mes fondements. Mais si je réponds à un de mes fondements, il faut que les autres le sachent. Sinon, pourquoi est-ce qu'ils payent le prix de mon attitude énervée ou agacée? Ils vont pas comprendre. Ils disent, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ouais, bien Là, sûr. je me sens pas à l'aise, je truc. Et c'est très, très important de parler là-dessus. Il faut toujours que les décisions en fait correspondent un peu à notre priorité Ouais. de notre projet en fait. C'est vraiment ça le but. Il faut tout le temps tout remettre aux priorités pour performer dans ce qu'on Mmh. fait. Et ses Vincent? valeurs. Et moi, ouais, c'est ça. Et je le fais, moi, Vincent, je crois que c'est une question, mais je le fais, moi, tout le temps. C'est-à-dire que là, en fin d'année, enfin, c'était début janvier, parce que c'était compliqué en fin d'année, mais peu importe, j'ai fait ce que je fais tout le temps. Je me mets avec les personnes clés avec lesquelles je collabore et je prends rendez-vous et on parle. D'abord, j'écoute. Et où je parle. Donc là, avec un de mes associés, j'avais pas cette année à leur parler à tous parce qu'on est assez connectés toute la journée, mais l'un d'entre eux, j'aime bien faire un meeting annuel. Et j'ai dit, viens, on se pose, on parle. Et là, j'ai observé ça, ça. Et il y a un ou deux trucs, j'ai dit attention, parce qu'on frôle des moments où je me connais. Tu vois, Ouais. je suis un peu, ouais, moi j'ai fait assez de fois harakiri dans ma vie
Donc si les gens n'ont pas la référence japonaise nippone, Ouais, si, c'est le on a. suicide noble du guerrier qui perd et qui, pour son honneur, décide de ne pas se faire tuer par son assaillant, mais décide de se suicider lui-même. Et je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, quitte à tout perdre. Moi, je me suis retrouvé avec 400 € de fortune personnelle au 31 décembre 2019 quand même. Tu vois. Alors qu'avant, j'avais une vie d'entrepreneur où j'étais dans les number one dans ce que je faisais, sur des dizaines de milliers de personnes qui entreprenaient avec le fournisseur que j'avais, etc. Ou même dans les startups d'ailleurs, on a fait des trucs sympas dans une époque où c'était pas forcément une question de rentabilité, mais ça avançait. Et je suis passé de ça à rien parce que j'ai dit, là, je suis plus en phase, allez vous faire foutre. Donc en fait, comme je me connais, quand ça frôle ce genre de truc, je le dis, je dis warning les gars. Warning, on Ok. touche mon trigger, là, mon activateur. Pardon pour les Ouais, donc anglicismes, mais toujours je parle anglais toute la journée. toujours être très transparent par rapport à Transparent. tes sentiments, ton ressenti. Dès que ça Ouais. commence à chauffer, Mm. plutôt par téléphone, j'imagine, ou même un rendez-vous même Ouais, moi j'ai pas le visuel, en physique, vrai, le mais physique, ok. au moins t'appelles. Et surtout pas par texto. Les textos sont lus avec Voilà, ouais. l'intonation de la tête du moment de la personne qui lit, pas la tienne. Voilà, ouais, Donc ça ça c'est c'est très très intéressant, ouais. dangereux. Donc Ouais. vocaux si tu veux, parce que tu as le temps d'expression, j'aime bien les vocaux, parce qu'il y a une unilatéralité qui fait que tu es obligé d'écouter quand on te les fait, et que tu es obligé Et, d'être écouté quand tu les fais. et Et tu coupes je te pas. balance l'info, je sais pas si tu l'as vu, WhatsApp maintenant, je sais pas si tu utilises WhatsApp ou pas, mais il y a Oui. une nouvelle option où tu peux justement envoyer des vidéos à la place des vocaux. Genre c'est comme les vocaux, sauf que maintenant en fait tu sélectionnes tes paramètres et en fait tu te filmes en train de... comme un vocal filmé en fait. Donc du coup c'est pas mal et franchement je trouve que c'est pas mal pour donner justement le Intéressant. visuel, ton mood et être très transparent avec la personne. Donc J'ignorais, mais c'est petite cool. parenthèse. Ouais, franchement C'est c'est... cool. Donc du coup c'est intéressant ce que tu dis de toujours, quand il y a un point de friction, de justement pas échanger par SMS, toujours plutôt prendre le temps, si on peut Mm, en physique, sinon mm. toujours un appel ou une visio Ouais. Après, faut pour pas, prendre le temps. exactement. Après, faut pas être idéaliste non plus. Moi, je suis un idéaliste pragmatique. Des notions compliquées, mais parce qu'on a l'impression que, comme les gens sont binaires, c'est comme quand ils te voient structuré. Ils disent, ah bah lui, il est très carré. Puis après, ils découvrent Mm. que j'aime pas les scénarios et que je suis le type le plus flex du monde et qu'on se marre de fou. Ok. Ils disent, mais attends, je m'attendais pas. Je pensais qu'il était. Oui, oui, je fais du sport 1h30 par jour, tous les jours. Je marche 20 000 pas par jour. Oui, je suis un entrepreneur sérieux. Oui, je fais mon putain de lit quand je me lève le matin. Oui, enfin, je suis un peu. Oui, j'ai des rigueurs comme ça, mais c'était pas acquis. J'étais pas comme ça à la base déjà. J'ai travaillé ça et je le fais pour servir les objectifs. Et malgré tout, je suis quelqu'un de flexible. Donc, encore une fois, l'idéalisme, c'est une chose, mais tu peux être pragmatique par ailleurs. Moi, je suis idéaliste dans le Ok. fait que je veux croire que l'humain est pas que moche et qu'il y a des belles choses à faire dans le monde et dans le futur. Mais je suis pragmatique en ce sens où, par contre, attention, quand j'observe que je suis en train de jouer sur un jeu, bah voilà, je joue aux échecs par exemple, je suis sur le plateau là, bah, au moment où je fais mon petit move, je réfléchis. Donc, il faut aussi fonctionner en j'allais dire chess play en anglais, mais en jeu d'échecs. Ça veut dire que si jamais tu vois que tu vas mettre ta tour en danger parce que tu la mets juste en face de la dame, bah, peut-être c'est stupide, tu vas la réserver et tu vas juste mettre un pion pour attirer, pour que lui il avance et que tu le bouffes. Bon, c'est un petit peu l'idée. Et faire un jeu d'échecs, c'est aussi important de ne pas dévoiler tout son jeu non plus, de sorte à être trop lisible par des personnes qui peuvent l'utiliser contre toi. Parce qu'il existe malheureusement des gens dont tu vas observer, même avec lesquels tu t'associes parfois, qui ont pas forcément une malveillance, mais qui ont une faculté très forte et une propension très élevée à aller vers ce qui les intéresse et vers leurs intérêts. Et donc, à un moment donné, s'ils doivent appuyer sur un bouton pour que toi, tu passes en second, tu passeras en second. Donc là, il faut faire attention. Il ne faut pas non plus être naïf et être dans la béatitude du monde des bisounours dans lequel bah, je vais te dire ce que je ressens. Et puis, on est là-dedans, dans cette espèce de génération qui te parle de ses sentiments toutes les 4 minutes. Il faut aussi être un peu structuré et pas dans la pleurniche permanente, ni Ok. livrer son jeu, parce qu'au poker, ça marche parce que les cartes sont en main et pas posées sur la table. Parfait. Ben, écoute, je pense que c'était assez clair et très concis. Je pense qu'il y a pas mal d'exemples. On va basculer sur notre dernière partie un petit peu parce que c'est aussi une autre facette de ton métier. Donc, on va s'intéresser à ça rapidement parce que c'est vrai qu'on a été quand même très complet jusqu'à présent. C'était par rapport à la préparation mentale. C'est quelque chose que tu fais, tu nous l'as dit, avec une sportive de haut niveau dans le MMA. C'est vrai qu'on a cette vision un petit peu très professionnelle et optimisation de la performance, mais c'est vrai on en parlait avec Vincent, il y a quand même aussi quelque chose de très important, je pense, à transposer sur le sportif amateur qui justement manque de motivation et n'arrive pas à avoir de régularité. Est-ce que déjà tu pourrais un peu nous définir Bah, pour toi ce que vas-y, c'est la préparation c'est pas mentale? possible. Alors, justement, déjà, important, ce n'est pas S'il te vraiment mon plaît. métier, pas du tout même. Ce n'est pas une étiquette que j'ai ou que je m'autoproclame. C'est arrivé dans ma vie fortuitement et je n'arrive pas à la cheville de 99% des gens qui en ont fait leur métier. Parce qu'il faut quand même remettre le barbecue au milieu du jardin. Il y a des gens qui ont fait des études pendant des années, qui ont lu beaucoup Ok, sur la thématique, qui ont énormément de pratiques.
C'est pas mon cas. Donc voilà, petite parenthèse humble, mais c'est important. Je parle de Ouais, mais conscience de c'est. soi tout le temps, donc il faut T'as l'être. bien raison, et bien sûr, non, mais Voilà. t'as Donc parfaitement raison, mais voilà, donc je vas-y. vais quand même l'évoquer parce que finalement, il y a une petite légitimité à, puisqu'il s'agit quoi? Il s'agit de parler, quand on parle de préparation mentale, ça veut dire comment travailler en amont d'une échéance importante, un sportif, à faire en sorte que bah, ça aille bien, que son entraînement se passe bien, que sa détermination augmente, sa confiance en lui ou en elle augmente, et que le jour J, il y ait une performance qui soit alignée au niveau mental et physique pour que bah, la personne puisse gagner et finir ce qu'elle voulait comme elle le voulait. Donc ça, c'est très lié à la psychologie humaine. Et pour le coup, ayant une expérience empirique avec des milliers de personnes dans ma vie, il est vrai que ça, je connais bien. Et d'ailleurs, c'est comme ça que c'est entré dans ma vie. Donc voilà, je n'en ai pas une définition plus structurée que ça. C'est vrai on en a une image très caisse à outils, une image du métier par le prisme de bah, justement de la façon dont on aide. Quand on dit préparation mentale, on imagine le mec qui fait de l'hypnose. On imagine le mec qui est un pro de la communication et de la PNL. On imagine le mec qui est peut-être un espèce de thérapeute de différents trucs mentaux, qui a des méthodologies diverses et variées. Et je ne dis pas que c'est bien ou mal, de visualisation, de trucs, mais on imagine toujours le prisme de lecture de l'outil. C'est intéressant ça. On ne prend pas l'angle qui est celui du fondement. Le fondement, c'est la psychologie humaine. C'est qu'on parle à des êtres humains qui veulent se mettre dans la posture de préparer comme il faut une échéance et de gagner. C'est aussi simple que ça. Et donc finalement, bah, quand tu as une petite expérience de terrain, d'ailleurs la psychologie ça vient d'où? Ce sont des gens qui ont une expérience de terrain, c'est pas tombé du ciel comme ça. C'est une expérience de terrain, puis ensuite ils ont nommé des concepts qu'ils ont rassemblés, c'est le principe de la data, et cette base de données a formé des grands concepts. Mais c'est venu du terrain à la base. Donc on parle de théorie, mais à la base ça vient justement d'une expérience empirique. Cela étant dit, pour remettre dans le contexte me concernant, maintenant que j'ai dit que c'était pas mon métier, pas mon étiquette, que je ne vendais pas mes services, puisque il y a une équipe de France d'un des sports de combat assez connus qui m'a contacté pour plus d'une centaine d'adhérents et je crois une trentaine de pros. Parce qu'ils m'ont vu dans les émissions RMC, etc., RMC Sport avec Manon. Et j'aurais dit, désolé les gars, c'est pas du tout mon métier. Et je vous aime d'amour, je le ferai volontiers, mais d'abord, j'ai pas le temps. Parce que j'ai une entreprise, pas qu'une d'ailleurs, on a des activités. Et forcément, j'ai pas la bande passante pour le faire. Et en plus, franchement, je suis pas légitime. Parce que j'ai pas la base de données, j'ai pas la caisse à outils et je vais arriver à certaines limites. Cela étant dit, Manon m'a contacté, on se connaît depuis une décennie, je la soignais quand j'étais bénévole au club de karaté de Christophe Pina à Nice. Bah, elle était karatéka à l'époque. Donc on a créé un lien comme ça, je la soignais comme d'autres karatékas du club. Et il se trouve que bah, on est en contact assez régulièrement, que j'ai suivi son début de carrière. En 2023, même si c'était plutôt de loin, en 2023, en début d'année, elle m'écrit. Et elle me dit, écoute, Dompé, qu'est-ce que tu penses de la préparation mentale? Il se trouve qu'elle venait de se faire les ligaments croisés, etc., le genou, le deuxième, les Ouais. opérations, ça a été compliqué pendant 9 mois. Et étant donné qu'elle est la star montante du MMA féminin mondial et qu'elle sera très probablement dans l'année 2024 la championne du monde de MMA, première femme et première être Française. humain français à gagner ce titre, c'est quand même assez beau. J'espère. Il y a des enjeux. Donc 9 mois d'arrêt, les genoux, le truc, c'est un truc qui peut t'inquiéter un peu. Tu dis, est-ce que je suis capable de revenir? Est-ce que je vais être aussi forte qu'avant? Est-ce que je vais être aussi souple qu'avant? Puis j'ai plus de 30 ans. Et puis si. Donc en fait, elle s'interrogeait et pendant ce temps qu'elle avait dans j'allais dire la récupération, mais c'est plutôt pendant La sa phase de rééducation. convalescence, voilà, Mm. et avec le kiné, etc. La vérité, c'est qu'elle s'interrogeait beaucoup. Et elle m'a écrit, elle m'a dit, Dompé, qu'est-ce que tu penses de la prépa mentale? Ça a commencé comme ça. J'ai répondu à peu près ce que je vous ai dit juste avant. Je suis pas légitime, C'est pas mon machin, mais domaine. Ouais, pourquoi pas? bien sûr. Et là, Pourquoi elle me pas? dit, bah, moi, j'aimerais bien que toi, tu me fasses ça. Je dis, ok, Ok. mais on va se voir, mais je sais pas si je peux répondre à ça. Et en fait, quand on s'est vu, d'abord, elle m'a expliqué pourquoi elle m'a fait cette demande, simplement parce qu'elle est à l'aise avec moi, parce qu'on se connaît, parce que je la comprends très très bien, parce qu'on parle le même langage, même si on est différents. Et en tout cas, je sais m'adapter, premièrement. Deuxièmement, parce que justement, je n'arrive pas avec une forme très estampillée, très institutionnelle, très classique, très cadrée, très outillée de la chose. C'est-à-dire que je me suis pas pointé en mode alors on va visualiser ton objectif, tu vas fermer tes yeux, tu sais, de façon caricaturale. Ouais, je En fait, vois, elle ne ok. supporte pas ça. C'est pas du tout sa personnalité, parce que si c'est très singulier tout ça. Encore une fois, tout le monde est Ok. différent. Et comme elle supporte pas ça et qu'elle le valorise pas, qu'elle a même une petite tendance à le trouver soit réducteur, soit ridicule, je dis pas que ça l'est, c'est son prisme de lecture à elle. Et je la caricature pas non plus, je parle pas à sa place, mais en gros, si je résume, c'était ça. En tout cas, les impressions à l'époque, parce qu'on peut changer. Mais à l'époque, c'était ça. Et en gros, elle avait cette lecture-là, et elle s'est dit, je veux quelqu'un de terrain qui va me parler
d'humain à humain de façon normale et qui va m'écouter et qui va raisonner à 360 degrés. Ma particularité, et elle le savait, c'est que j'ai pris un angle d'attaque puisque je ne savais pas. Moi, je suis néophyte, je découvre. J'ai dit, bon, eh ben, on va essayer de mapper ta vie. J'ai dit, comment tu veux que je t'aide, moi? Alors, je vais essayer de Ok, comprendre tout ce qu'il y a. Et je lui ai simplement dit comment ça se passe du matin au soir. Et on a parlé de ok, comment tu manges. On a parlé de ta relation avec ton homme, qui est aussi ton entraîneur et ton manager. Compliqué, ça. Ou pas. Eux, ils ont trouvé hmm, l'équilibre le plus incroyable que j'ai jamais vu de ma vie. C'est magnifique de les voir ok, tous les deux. C'est trop beau d'ailleurs. Et j'embrasse Aldric et Manon parce qu'ils sont vraiment géniaux. Ensuite, je lui ai dit comment tu t'entraînes, quel rythme, avec qui, hmm, important, qui sont les personnes qui à l'entraînement, l'entourage de la famille qui te bloque, qui justement te dit attention, tu n'y arriveras pas, qui te met ouais, des parasites dans la tête, le lieu de vie. Est-ce qu'il te convient? Est-ce que c'est long d'aller aux entraînements? Est-ce que tu voudrais déménager? Et en fait, j'ai pris tous les points et de façon assez juste spontanée et normale, je me suis dit, bah, comme tu sais pas faire, moi, c'est pas mon métier. Qu'est-ce que je vais pas m'inventer des compétences? Je dis, bah, je hmm, vais être de bon sens et je vais dire, selon moi, qu'est-ce qui peut freiner un être humain dans la phase d'entraînement ou pour se sentir bien le jour d'un combat ou d'une échéance comme toi, un ultra trail? Bah, c'est tout ce qui l'entoure et tout ce qui se passe dans sa journée. Donc, j'ai dit, quelle est ta journée type? Et on a identifié deux, trois petits points qui nous regardent parce qu'ils sont de l'ordre de son intimité. ouais, bien Mais sûr, bien sûr. j'ai ajusté sur des trucs que je peux dire, j'ai ajusté des trucs complètement inattendus. J'ai mis Chris dans la boucle, mon associé qui est vraiment un expert nutritionnel de terrain aussi, qui a écrit plusieurs bouquins sur le sujet. Je l'ai mis dans la boucle pour qu'on modifie notamment sa diète, le taux de prot, etc. Et elle a Hmm. maigri tout en augmentant la masse musculaire sur une phase de 3-4 mois. Ça a été assez incroyable. Ensuite, on a ajusté des petits détails comme si tu as envie d'un petit un chocolat, un truc, un machin, te frustre pas bêtement parce que vu Ouais, le nombre de calories que tu dépenses dans la journée, on s'en fout complètement. Donc vas-y, ouais, bouffe-le ton vas-y, truc vas-y. parce que ça devenait trop drastique. Et du coup, c'est un truc qui Ok. laminait. Donc tu vois, on est passé là-dessus. D'avoir J'ai une notion conversé un peu de avec. plaisir. Tu y crois Oui, beaucoup à cette notion aussi de plaisir, de mais oui, vraiment s'amuser en fait. Je pense que c'est important hein, pour mais performer. oui, Si on y va avec le frein à main, je pense que ça marche pas, hein. c'est Faut un peu, ouais, s'éclater. enfin, sur du court terme, tu peux, mais au bout d'un moment, il y a la blessure qui arrive. Je pense que forcément, tu as dû le Ouais. voir et tu le penses que le physique et le mental sont complètement Ah bah liés. oui. Donc, justement, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour essayer d'enlever tout ce qui est parasite? Qu'est-ce que tu conseilles? Donc, tu as parlé de l'entourage, Ouais. l'alimentation. Est-ce qu'il y a Mmh. d'autres choses aussi à faire attention? Les Bah, écrans, peut-être? ouais, tous ces éléments de ton quotidien, en fait. Et d'avoir conscience de ça, les écrans, ça peut être la distance, ton lieu de vie. Moi, j'ai tout questionné, hein, point par point. Ok, Et j'ai nommé deux, trois trucs. J'ai dit, ah, là, tu vois, qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit, ouais, c'est vrai que ça, c'est compliqué, non, P. J'ai dit, bon, bah, on va essayer de bosser là-dessus. Et, et après, une fois qu'on a tout fini, c'est une machine, hein. Son surnom, c'est The ouais, Beast, c'est pas pour ouais, rien. j'imagine. Il n'y avait pas trop d'ajustements à faire, en vrai, hein. Mais ça a Ouais, participé à. Et surtout, on a mis le doigt sur un point, c'est l'image de marque personnelle, la confiance oratoire et d'expression publique. C'est important dans ok. ce métier, parce que c'est un métier de marketing et d'image. Ouais, il faut Et savoir là, te j'ai mis le doigt vendre, en sur fait. quelque chose. Et on a Ok, travaillé ensemble là-dessus, ce qui fait que, d'ailleurs, tous les journalistes nous l'ont dit à Paris quand on était au Zénith là pour son combat en septembre, qu'elle a brillamment gagné. On a fait des interviews où elle s'exprimait très bien, elle était beaucoup plus confiante, d'une meilleure posture, beaucoup plus fluide. Et du coup, là maintenant, on est dans l'étape 2, c'est-à-dire que j'ai mis 4 mois à trouver la prof d'anglais qu'il fallait, parce que Manon a une ok. personnalité particulière. Donc j'ai dit mon rôle c'est ça, et trouver, par exemple, ça a été ça. C'est-à-dire, t'as fait quoi? Bah, c'est pas, on a fait de la visualisation, des machins. Non, j'ai trouvé une foutue prof d'anglais. Tu vas dire, bah, c'est pas énorme. Ok. Oui, si. Si, Ouais. parce que déjà maintenant, il y a de l'impact. Puis au prochain combat, peut-être qu'elle va faire ce qu'on appelle un call-out. C'est-à-dire qu'à la fin, quand tu as gagné, Elle il va faut que tu appeler dises, quelqu'un d'autre. Ok, ouais. Je maintenant, veux je veux la chercher, championne. ouais. Tu vois, Ok. voilà. Et ben, elle va le Ouais, je faire en vois, bien anglais, sûr. peut-être. Peut-être c'est ça la surprise. Ok. Mais t'imagines l'évolution. Et ça, c'est Ouais, bien quoi? sûr. C'est une confiance en soi que l'on a, mais qui est ressentie par les autres qui disent, oh, là, tu as évolué. Et ils te le disent, les cons, en plus. C'est bien ça. Et comme ils te le Hmm. disent, ça renforce un peu cette croyance que tu as. Parce qu'il y a toujours un roulement entre exogène et endogène. Et donc ça va lui donner plus confiance. Et finalement, elle va être plus en forme. Donc c'est tous ces spectres-là que nous, on a fait. Et si je te donne l'exemple de terrain, c'est parce que je n'ai que cette expérience-là et que j'ai Ouais, bien sûr. l'humilité de te dire que ce ne sont pas des grandes leçons et que je n'ai pas du tout assez itéré pour pouvoir Révolutionner, ouais, bien oser sûr. dire que j'en donne. Voilà. Et est-ce qu'au niveau de la préparation, peut-être d'un combat sur un événement avec beaucoup de stress, est-ce que tu as eu des conseils justement pour... Parce que c'est vrai qu'on s'entraîne beaucoup au quotidien, on n'a pas de pression, mais le jour de la course, peut-être qu'on va mal dormir, et le jour J, ben, au final c'est ça, être un champion, c'est être bon le bon jour, on en parle souvent. Qu'est-ce que toi, tu peux conseiller justement pour essayer d'être le plus relâché, de passer une bonne nuit? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place de façon assez simple? Je pense que l'entourage est très important. Ok, L'entraînement et la préparation aussi. C'est-à-dire que si tu te sens préparé à entraîner, t'es smooth, t'es à l'aise. ok. Avoir Par exemple, confiance sans préparation.
Ah ouais, vraiment, mais je parlais du Ok. Formule 1, je te jure, le pilote de Formule 1, pourquoi il est bon? Le mec est préparé, il fait du kart depuis qu'il est né. Après, il a fait la Formule Hmm. 3000, il roule, il roule, il roule, il passe sa vie dans une voiture, le mec. Donc en fait, quand il dort, ses mains, elles font comme ça, les trucs, les palettes. C'est un automatisme, en fait. C'est cette Ok. répétition, mère de la maîtrise. Et quand tu maîtrises, t'es à l'aise. Moi, on me demande tout le temps comment ça se fait quand tu fais des scènes. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de conférence, mais on en refait en juin, tiens. Où on a fait une tournée avec Yann en 2022. On a pris un bus, on a mis nos têtes dessus et on a fait le Tour de France. On avait 9000 personnes. On a fait des événements gratuits. On voulait pas surmonétiser ça parce que je suis un peu Hmm. exaspéré par ça aussi, mais c'est un autre sujet. Mais c'était cool. Tu vois, on a fait 12 villes, enfin 11 villes et 13 jours, donc en bus, t'imagines toute la France. Et on avait des scènes, plusieurs centaines de personnes, etc. Au plus, on en avait un millier, je crois, à peu près. Donc c'était quand même sympa. Et ça m'est arrivé de faire devant 15 000 des traductions simultanées en anglais. Quelqu'un dit une Ok. phrase française, je dis une phrase anglaise pendant 45 minutes. C'est un exercice assez stressant. Et moi, j'ai jamais eu ce stress. On m'a toujours dit, mais comment ça se fait? Bah, j'avais beau chercher, le seul truc que je peux dire, c'est l'expérience. C'est Ouais. tellement ma vie de communiquer ces choses-là et d'être avec des gens en lien toute la journée, bah, que je n'ai plus d'appréhension, je l'ai fait. Est-ce qu'au début, j'avais un peu de stress, mais comme tout le monde? Et ma première conférence, je l'ai en vidéo, moi. C'est en décembre 2009. Il y a des tremblements dans la voix. J'utilise des adverbes toutes les 2 secondes. Je fais comme tout le monde des grands allées-venues sur la scène, ce qui est une connerie quand tu veux tenir une scène. C'est normal. J'étais nul, complet. Mais à Hmm. force de faire des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de fois, parce qu'on parle de ça, 3 fois par semaine pendant 10 ans, ça commence à faire, bah, à un moment donné, ça devient ta maîtrise. Donc la maîtrise, premier point. Maintenant, elle s'entraîne 2 fois par jour avec des hommes. Elle s'entraîne avec des mecs qui font. Alors, certains, sa taille et le poids de l'opposante, parce que c'est une stratégie pour s'y préparer, Hmm. mais également beaucoup plus lourd et beaucoup plus solide, et qui se sous-motivent pas, ils y vont fort. Et puis, elle a une pluralité d'entraînement. Donc, en fait, elle est tellement dans cette tension qu'elle se dit, mais attends, j'ai réussi à les prendre un par un, bah, ça augmente ma confiance. Aldric fait ça très bien, c'est un magicien. C'est grâce à lui, ça, hein. Moi, j'y peux rien. Je te décris comment elle fait, elle, là, attention, hein. Hmm. Je Ouais, décris bien pas sûr, ouais, bien sûr. comment moi j'ai Ce que agi, toi parce que tu fais. ah bah Oui, non, c'est pas toi. je te parle plutôt de comment elle prépare le truc parce qu'elle a pas besoin de moi. Et c'est vraiment une Ouais. machine, Aldric, qui fait des trucs bien. Du coup, il fait venir des combattantes de partout en Europe pendant toute la préparation et elle les dégomme une par une. Puis après, il dit bon, on va prendre une autre truc, on va prendre une boxeuse cette fois-ci. Tiens, on va prendre la championne d'Europe. Tiens, viens ici. Ouais, Et elle bien la sûr. dégomme. Tu sais, puis à un moment donné, quand à l'entraînement, tu as fait tout ça, tu as une sérénité naturelle. Parce que tu dis, je les ai tous pliés en deux. Ça peut être dangereux, on y viendra. Parce que, évidemment, techniquement, tu peux avoir un excès de confiance. Faut pas non plus. Mais avoir ce truc-là, de t'être assez testé pour dire, je suis pas en excès de confiance, mais ça va, bon an, mal an, je suis prête. Le deuxième point, c'est l'entourage. Et ce que j'ai vu dans la magie par rapport à elle, c'est vraiment ça. C'est un entourage d'amis, de soutien et des gens incroyables. Et honnêtement, c'est à eux qu'il faut rendre hommage. C'est eux qui transpirent tous les jours sur le tatami avec elle, c'est pas moi, hein. Je le dis haut et fort, tu vois. Moi, j'ai le beau rôle, hein. Je suis pointé là, elle ne doit à domper rien. On a juste eu un impact sur le côté médiatique, le côté Ok. confiance en soi, et j'ai fait 2-3 ajustements. Mais alors, honnêtement, c'est 1%. Alors, c'est peut-être le pourcent qui aide à faire la diff. Mais 99%, c'est avant, c'est elle, c'est son homme, c'est ses partenaires et sparring partners de combat, c'est des machines. Et ils transpirent avec elle tous les jours. Donc, tu vois, cet entourage-là, en fait, elle l'amène. Et techniquement, par exemple, là, on va à Atlantic City, on part, ils m'ont envoyé les billets là. On part là début mars, ouais, ça. Fin mars. On part fin mars, parce que c'est le 30, donc on part le 25. Bon, bah, on part tous ensemble. Elle bouge tout le staff. Pourquoi? Parce que environnement, là où j'ai vu des combattants arriver avec un seul pote. Alors peut-être par faute de moyens aussi, mais il faut se les donner. Et en fait, Ouais, ça bien crée un sûr. environnement. Là, par exemple, à Atlantic City, elle a pris une petite maison. Enfin, ou une grande d'ailleurs, mais on va être tous ensemble. C'est sympa, on se fait à manger, on va Ouais, rigoler. c'est ça. Et en Ouais, fait, donc on fait du vraiment, shopping, elle aime bien faire du c'est shopping, ça. tu vois, on se détend. Avoir un entourage qui te permet un petit peu de moins te mettre de pression, être entouré, Ouais. décompressé et pas se retrouver tout seul justement face à cet Mmh. événement qui peut être l'événement de ta vie. C'est vrai que Bah, donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important. bah oui, il faut les prévenir. C'est-à-dire que moi, j'ai parlé à chacun de ces individus-là en disant si je peux avoir un petit rôle, c'est celui de vous dire que c'est son moment. Notre individualité ne compte plus. Donc c'est un Ok. moment collectif centré sur son cercle de caprice à elle. Si elle te demande un sneakers à 2 heures du matin, tu te lèves et tu y vas. Parce qu'en fait, ce que ne comprennent Ouais, pas les ouais. gens, Il faut que c'est tout qu'ils le monde soit à 100% derrière bah elle, oui, quoi. parce que dans Ouais, ces ouais, bien cas-là, ils sûr. raisonnent, tu sais, ils te raisonnent. Oui, tu un peu. Tu veux que je sois le Nadal ou la Serena Williams de la famille? Oui ou non? Tu as conscience que je peux? Tu as envie que je le fasse? Tu m'aimes, je t'aime? Le fameux truc de négociation en amont. Bah, du coup, j'ai un cercle de caprices là. J'ai des trucs qui sont pas normaux pour toi. Mais c'est comme ça. Moi, quand pendant le Covid, j'ai mis toute ma famille dans un immeuble familial que j'ai gardé depuis, mais il n'y a plus que ma petite maman en haut, 2 étages au-dessus de mon appartement. Mais avant, il y avait ma sœur, ma nièce, j'amenais ma nièce à l'école Mm. tous les matins. Je leur ai dit, voilà ce que je peux faire logistiquement. Notamment, je faisais à manger matin et soir et j'amenais ma nièce à l'école. Tout le reste, vous m'oubliez.
Donc, il n'y a pas de sujet de. Et par contre, je paye. Tu me dis, je paye une femme de ménage, hein, ce que tu veux, un jardinier. Mais où vous faites, où je paye quelqu'un, moi, je fais pas. C'est comme ça. Parce que là, je suis en train de faire des grandes choses et de me relever en plus, parce que c'était l'année de redressement. Alors, j'avoue que Ok. la pandémie est arrivée au mauvais moment. Mais j'ai négocié avec la famille. J'ai dit, OK, on fait ça, mais dans un certain cadre. Les gens ne font pas ça. Les gens sont là et ils s'en veulent et ils culpabilisent et j'aimerais faire plus, mais je fais pas assez. Puis truc. Non, il faut se parler clairement. Et elle, c'est la championne. Bah, elle a le droit d'être capricieuse. Parce Ouais. que le but, c'est qu'elle cartonne. Et c'est comme ça. Bah, je pense que c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport justement à cette préparation-là au niveau de l'entourage. Et après, est-ce qu'il y a eu d'autres éléments? S'il y a, par exemple, il y a un coup de stress, qu'est-ce que tu pourrais conseiller du coup? Je sais pas, est-ce qu'il y a des exercices peut-être est-ce que tu as vu avec elle peut-être de la respiration, des choses où c'est pas ton domaine de compétence, c'est pas toi Alors, qui gères ça? voilà, mauvais exemple parce que c'est une machine de guerre et que ça lui arrive pas. Ouais. Mais admettons, j'ai quand même 2-3 pistes parce que, bah, on est humain aussi et on le sait nous. En effet, c'est pas bête, hein, toutes ces histoires de respiration et cetera, mais je pense que ça dépend de quel bois tu es fait et encore une fois, la préparation, c'est important. Ok. Parce que la confiance en soi, ça vient de là, se confronter, Ouais, c'est vraiment le en fait, terrain confronté au. les gens sont pas à l'aise parce qu'ils sont pas sûrs d'eux, hein. Ok, Simple. c'est ça. Ok. Bon, je pense qu'on est d'accord Mmh. pour dire ça, hein. Je pense que c'est clair. Ben, écoute, du coup, c'est honnête de ta part de nous avoir dit que tu n'étais pas expert dans ça, mais en tout cas, c'est un bon retour d'expérience du terrain et surtout avec une grande championne. Donc, moi, j'avais une dernière question pour clôturer cette interview. C'était est-ce que tu pourrais nous On a conseiller perdu Vincent entre-temps, mais j'espère Ouais, qu'il va bien. je pense que là-bas, en Afrique du Sud, c'était un peu compliqué. Peut-être, je sais pas ce qui se passe. Moi, ça marche Ouais. très bien, mais c'est pas grave. Est-ce que tu as un livre peut-être à conseiller pour nos auditeurs ou peut-être un réseau social, une chaîne à suivre? Peut-être pas forcément dans le mindset, et quelque chose vraiment qui t'intéresse à toi? Heu, Je te prends peut-être au alors dépourvu. Ou quelque chose qui t'a, tu sais, un livre, ça peut être un livre, non, un film, et mais en qui t'a fait un peu inspiré et qui t'a fait, tu sais, le déclic, tu vois? Genre un truc qui t'a ouais, alors fait passer à autre chose. je réponds toujours d'une manière un peu particulière à ça, mais je suis obligé encore une fois de donner du contexte, sinon ça peut paraître arrogant. C'est pour ça que j'ai écrit des livres et c'est pour ça que j'ai créé des contenus, parce que je trouvais pas moi OK. quelque chose que je peux promouvoir à autrui de façon sereine. Je m'explique. Il y a des contenus que je suis, il y a des gens que je suis, il y a des livres que j'ai lus, peu, notamment en psychologie, communication, je les lis pas, mais c'est parce que j'ai pas envie d'abîmer la pureté de ce que j'aime, notamment mon expérience empirique, et j'y vois pas d'intérêt particulier. Je sais pas, paradoxalement, j'écris des livres sur le sujet, tu vas dire c'est bizarre que tu lises pas, bah oui, mais c'est comme ça. Et c'est justement ce qui fait ma singularité, donc je veux pas le toucher. C'est comme ça, hein, c'est un peu comme un artiste, tu le prends comme il est. J'en suis pas un, mais j'explique la mécanique de dire voilà, on a notre petite façon de fonctionner, et la mienne, c'est de pas lire sur le sujet que j'adresse parce que j'ai pas envie de me mettre plein de trucs dans la tête qui sont en dehors de choses que j'ai observées empiriquement sur le terrain. Les grandes théories, ça va, mais c'est pas comme ça que j'ai ouvert la porte, alors je reste dans mon pré et je vais pas dans le pré des autres. Cela étant dit, j'ai écrit des livres moi et j'ai créé des contenus moi-même parce que j'étais pas assez serein du fait d'envoyer quelqu'un, comme on peut le faire là maintenant, vers un créateur de contenu ou un auteur qui est assez mesuré, nuancé et honnête intellectuellement pour qu'il n'abîme pas potentiellement les gens. J'explique. Donc ouais, du coup, je te disais, les contenus, je les ai créés moi parce que je trouve pas des gens qui trouvent grâce à mes yeux, à cause du fait que même s'il y a des gens brillants dans certains paramètres et qui disent des choses très très intéressantes en ligne ou dans des bouquins, malheureusement, il y a souvent pas assez de nuances et ce qui se passe, c'est comme on est dans un monde binaire et manichéen, les gens ont tendance à prendre pour argent comptant ce qui est dit de façon radicale. Ça veut dire qu'ils vont entendre un message et ils vont l'extrapoler, ils vont l'interpréter, et ils vont rendre ça beaucoup trop fort sans le nuancer et le mettre en contexte. Et le souci, c'est que ça crée des effets que j'appelle des effets de checklist, dans laquelle les gens se sentent un peu de façon oppressante et coupable, incapable justement de suivre le rythme qui est suggéré par l'auteur ou par le créateur de contenu, parce que ce contenu-là en question, ou ces quelques lignes, ne sont pas assez mises en perspective. Et c'est un exercice que je fais. Alors, d'aucuns diront que je le fais trop, mais dans mes bouquins notamment, je le répète très souvent. Attention, mes propos ne sont pas universels. Je ne suis pas omniscient ni omnipotent. Remettez en question les paroles, mettez en perspective, faites un exercice de transposition. Le but, c'est pas que vous adhériez à mes conclusions, mais à la mécanique de réflexion que je vous propose pour trouver vos réponses à vous. Et en fait, mon problème, c'est que je n'entends personne parler comme ça. Donc, j'ai des difficultés OK. à dire va voir ce gars-là parce que moi, j'arrive à en extraire certains propos et à laisser de côté ce qui me convient pas. Mais quand j'envoie des gens vers des contenus, ils prennent comme ça le contenu Comme de ça. pleine face, OK, ouais. avec aucun recul, OK. et ils deviennent complètement fous. Ils me disent ah, j'ai tout changé, maintenant je fais du yoga à 4 heures du matin, un truc. Mais non, je voulais juste que tu OK. lises, tu vois.
Tu comprends et c'est ce qui m'embête. Donc j'ai toujours du mal à faire la pub de qui que ce soit. Non, après, c'était ma mindset, mais ça aurait pu très bien être un livre Non, mais même qui t'aurait plu. Mais malheureusement, même dans d'autres domaines. Alors, sauf dans les mécaniques un peu interview, échange, moi, il y a des trucs que je trouve cool. Ouais, voilà. Mais tu vois, sur des domaines qui sont différents, tu vois, j'aime bien les chaînes de Nota Bene, des trucs comme ça, parce que ils donnent de l'éducation sur l'histoire, par exemple. Ok. Je trouve que le gars est un pédagogue incroyable. Tu vois, je regarde des contenus comme ça Ok. de temps en temps. Voilà. Il y a des gens que j'affectionne pas particulièrement, mais dont j'aime les capacités d'interview, alors je les regarde. Enfin, tu vois, des trucs. Et j'ai beaucoup d'influence nord-américaine ou sud-américaine. Alors, je remarque que les gens écoutent un truc que dans leur langue. Moi, j'essaie d'écouter des contenus en français, en anglais, en espagnol. Alors, j'ai la chance de parler les 3 langues, mais Ouais, du c'est coup, sûr. je fais exprès parce que tu découvres des différences culturelles drastiques. Ok. Et du coup, tu te dis, tiens, ça nourrit ma pluralité de voir ce qu'un type qui crée des contenus au Pérou a à dire sur le monde entrepreneurial et Ouais. sur la culture et sur l'évolution du monde moderne. Et je suis pas dans le petit prisme de lecture très franco-français, au pire, parisiano-parisien, qui croit qu'il a tout compris, tu vois. Bien sûr. Ok, écoute, parfait. Très, très, très bon conseil. On va essayer de regarder tout ça. Et même en plus, sur YouTube, on peut activer les sous-titres, non pas d'excuses, hein. Même si des fois, les sous-titres, ça parle un petit peu C'est différemment de vrai, la réalité, mais c'est vrai que c'est assez facilement réalisable. bien vu ça, Merci beaucoup, bien vu. Pierre, en tout cas, d'avoir été présent. Et j'espère bonne continuation à toi, beaucoup de bonnes choses, de la cohérence, du coup, de la singularité. Et puis, on se retrouvera très vite pour un nouvel épisode. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Ciao. Salut. Je bouge pas, tu m'as dit